Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre début de semaine se passe bien. Écoutez, ici tout va pour le mieux. Comme toujours, l'enchaînement lundi-mardi, il est pas simple, il est assez costaud. Je dois vous avouer que je sors d'une sieste, hein. On s'est reposé après hors-jeu parce que voilà, on fait les retours à Paris, c'est pas évident. Mais bien sûr, on est dans une dernière semaine de mercato, on est dans une semaine de tirage au sort de Ligue des Champions, de liste équipe de France, donc bien sûr qu'on est présent pour échanger avec vous comme toujours sur l'actualité de ce si beau sport qui nous rend heureux, parfois malheureux, malheureusement faut le dire, mais encore une fois, ce n'est que du football. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vois quelques noms sur le chat que je reconnais comme Hugo SSE, La Pastéquesse, Ninor, Brandon et Gash, et aussi Sifo qui a pris son petit abonnement, donc merci beaucoup les amis. Comme toujours, on va faire le récap mercato, donc on va aller se balader sur le fil de l'équipe, voir un petit peu les dernières grosses infos qui sont sorties, mais aussi peut-être un petit peu plus en sous-marin pour certains clubs, et puis des dossiers, comme toujours, des petits focus par rapport aux actualités chaudes. Alors c'est vrai que depuis hier, il y a une grosse rumeur du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Dani Ceballos, donc on peut voir que c'est peut-être un peu plus tendu, que le Real finalement ne laisserait pas partir son joueur à des conditions, on va dire, avantageuses, que l'OM propose beaucoup mais ne voudrait pas être dans la surenchère. Ça parle aussi de Florentino Luis, le milieu de terrain portugais du Benfica, un mercato qui, on sent que l'OM va être, comme très souvent, hein, mais là, sur cette dernière semaine, du coup, tu as potentiellement Ceballos, Florentino Luis, Emerson, Ordonez, Zegrova, Ahmed Junior Traoré. T'as du monde, hein, t'as du monde à finaliser, donc ça, on peut sentir que les téléphones des directeurs sportifs, des agents, des journalistes chauffent bien. Donc ça, c'est vraiment ça va être un club qui va énormément agiter cette fin de mercato. Je voulais qu'on parle aussi d'Igaman. Ça y est, le LOSC va peut-être enfin trouver son attaquant, son numéro 9, un nom qui a déjà été cité en début de mercato. Les Rangers en attendaient beaucoup, peut-être trop pour le LOSC à ce moment-là. Et puis bon, tu sais, peut-être qu'avec un bon début de saison, le fait que tu aies beaucoup vendu pour Chevalier Diakité, tu te dis que finalement tu peux pas faire la saison qu'avec Giroud, même si Giroud, je pense qu'on est tous fans du joueur et du début de saison de ce bon vieux Gigi qui en est déjà à 2 buts et qui permet au LOSC d'être tranquillement top 10, mais à 38 ans c'est compliqué de pouvoir faire toute la saison, 50 matchs entre tous les tableaux. Donc Igaman a été relancé, ça parle aussi pas mal d'Hincapié qui devrait rejoindre Arsenal. Une info également sur notre on va dire bout en train préféré du côté de l'Angleterre, c'est Jamie Vardy qui pourra atterrir. Quel championnat aime bien les attaquants vétérans traditionnellement, parce que quand on parle d'attaquants vétérans ces derniers temps, c'est vrai que l'OM avec Aubameyang, le LOSC avec Giroud, et globalement la Ligue 1 qui fait confiance à quelques attaquants expérimentés. On a pu le voir, Youssef El Arabi, et oui, vous l'avez deviné sur le chat, bien sûr, c'est l'Italie, c'est la Serie A. J'ai vu une rumeur qui m'a énormément plu, Jamie Vardy qui pourrait rejoindre la Cremonese, le club promu qui a battu le Milan, la Cremonese qui s'intéresserait aussi à Moumbagna. Du coup, une attaque Moumbagna-Vardy, franchement, grosse curiosité de voir ça, mais quoi qu'il arrive, on a envie de revoir Vardy, et je me demande presque si Vardy, on n'aurait pas pu le voir une pige, une année en Ligue 1, même si tu peux toujours avoir des doutes sportivement, quoique bon, même si Leicester est redescendu, il a quand même mis ses buts, tu te dis que il y a un salaire qui est conséquent. Mais tu vois, avoir Jamie Vardy dans ton équipe, dans ton championnat, c'est quand même un petit éclairage supplémentaire. Et je sais pas, est-ce qu'on n'aurait pas pu lui trouver une équipe sympathique à ce bon vieux Jamie dans la Ligue des Talents. Ensuite, on fera des focus sur 2 clubs qui ont beaucoup recruté. Les Leverkusen, alors le Bayern a mal commencé sa saison avec une défaite contre Hoffenheim, c'est que le premier match. Mais on va voir qu'on a beaucoup investi pour Erik Ten Hag. Et il y a encore des joueurs qui arrivent comme Lucas Vazquez. Et puis, peut-être un club hors top 5 européen qui est en train de allumer le mercato tout simplement en sortant de très belles sommes. C'est Galatasaray, le championnat turc. Alors on sait que Galatasaray pouvait avoir des moyens, déjà en attirant Osimhen en début de mercato pour 75 millions d'euros, la prime à la signature pour le Roi Sané, mais là ils vont faire Wilfried Singo pour quasiment 35 millions d'euros. Il y a Yves Bissouma qui se rapproche de là, donc en vrai club turc, on sait que Galatasaray participera à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Justement, merci beaucoup Shedzi pour ton message.
message. Yossipion, si t'as des questions pour le galet, pourquoi on dépensait autant, je peux t'aider. Alors, j'ai fait mes recherches en amont, parce qu'il y en a beaucoup qui... Enfin, alors, évidemment, quand tu cherches des trucs sur pourquoi Galatasaray a autant d'argent, tu tombes sur tout et n'importe quoi. C'est la complosphère, c'est voilà, c'est le club préféré du gouvernement, c'est la corruption, blablabla. Non, Galatasaray a des liquidités, qu'ils ont récupéré beaucoup d'argent, notamment en vendant des terrains d'entraînement. Moi, j'ai récupéré un truc assez fiable que je vous partagerai. Mais ouais, tu tomberas pas sur... Ouais, franchement, c'est exactement ça. Mais tu vois, c'est le piège parce que moi qui suis journaliste et qui suis habitué à traiter l'information, à vérifier les sources, assez vite tu te rends compte qu'il y a énormément de saucisses et que tout ce qu'on te raconte sur Galatasaray, il y a 90% de faux. Mais avant que j'arrive à trouver l'information juste, vérifiée, sourcée et que je peux partager, j'ai quand même dû attendre au moins 5-10 minutes pour trouver un bon truc. Et peut-être que d'autres personnes n'ont pas la patience comme moi ou la volonté d'attendre autant de temps pour trouver une information fiable. Donc Galatasaray, vous pouvez être sûr, toute la saison, vous allez entendre des trucs comme c'est un club corrompu, c'est un club chouchou, tout ça. Alors que non, enfin, s'ils ont récupéré de l'argent, c'est qu'il y a des bonnes raisons et qu'il n'y a pas un truc sombre sous cette histoire, quoi. Donc, à moins que j'ai échappé à quelque chose, franchement, c'est ça. La réalité, c'est que le club déclare réellement comme les ventes des anciens terrains d'entraînement. C'est exactement ça, un proprio milliardaire. Non, mais tu rajoutes à ça les sponsors, tu rajoutes à ça la participation avec des champions. Parce que un club comme Galatasaray, ça pourrait toucher entre billetterie, droit télé, ça pourrait toucher entre 50 et 60 millions d'euros de ce que j'ai vu. Donc tu vois, bout à bout, bon bah t'as quand même un mercato qui est XXL à l'échelle de Galatasaray parce que on sait que les clubs turcs, ils avaient l'argent pour attirer des joueurs, surtout avec des beaux salaires, mais désormais ils sont aussi prêts à payer des indemnités assez colossales. Bah, Osimhen 75 millions d'euros, Singo 30-35, c'est quand même, tu vois, c'est pas rien. Donc forcément c'est intéressant de se pencher là-dessus et de voir comment ça va se décanter, quoi. Bah, c'est quoi le mercato du Galatasaray? On va voir ça dans quelques instants comme d'habitude. On va d'abord faire peut-être le tour des dernières infos, voir un petit peu ce qui sort et après on ira pas à pas sur les focus. Mais moi j'aime beaucoup faire des focus club, se concentrer là-dessus parce que ça permet un petit peu de se poser et de voir un petit peu comment les clubs travaillent, comment est-ce qu'ils évoluent, quelle est leur politique sportive. J'ai l'impression quand même, tu vois, que la Turquie était un championnat capable d'attirer des joueurs de renom, mais peut-être plus sur du 28, 29, 30 ans que sur du 23, 24. Osimhen, tu vois, par exemple, il a 26. C'est les meilleures années, ça c'est la maturité. Attirer un attaquant, Osimhen, qu'on a pu considérer lors de la saison 2022-2023, quand il a été champion avec Naples, top 5, voire top 3 européen, vu ce qu'il faisait comme différence sur le terrain, c'est quand même un beau signe indicateur. Mais c'est comme l'Arabie Saoudite, on voit des championnats qui ont de plus en plus de moyens, qui n'hésitent pas à aller sur d'autres marchés que justement le secteur des joueurs qui ont 30 ans ou plus, quoi. Donc ce Galatasaray là en LDC, ça assez intrigué de voir ça. D'ailleurs il y a aussi il y a des matchs de LDC d'ailleurs ce soir et demain pour ceux qui s'intéresseraient évidemment à cette belle compétition. On rappelle, le tirage au sort a lieu jeudi à 18h. Et pour ceux qui se posent la question, je serai en live, normalement avec la team hors jeu. Donc on se retrouvera aux alentours de 18h le jeudi pour vivre le tirage ensemble et voir un petit peu les adversaires de Paris, Monaco, Marseille, voir aussi le calendrier des autres gros cadors. Ça forcément, ça va être intéressant. Je pense que je ferai un live débrief tirage au sort Ligue des Champions. À vous de me dire, est-ce qu'on fait ça le soir en enchaînant ça, mais peut-être qu'on n'aura pas tous les calendriers, ou est-ce qu'on fait ça le vendredi, tu vois, un petit peu... tu sais, le vendredi midi, quoi, au calme. Je sais pas quel est le créneau qui vous arrange le plus, en sachant évidemment que dans la foulée, ce sera en replay sur YouTube et en podcast. Donc à vous de me dire ce que vous préférez. Est-ce qu'on fait ça jeudi soir dans la foulée, ou est-ce qu'on se pose plutôt le vendredi pour revoir un petit peu ce tirage au sort à froid. C'est vrai qu'il y a Strasbourg aussi. Ah, il y a le tirage au sort de l'Europa League. C'est vrai qu'il y aura aussi le tirage au sort de la Pipion League et de l'Europa. C'est vrai que ça fait du beau programme. Ça fait du bon programme. À voir ce qu'on peut faire. Ouais, c'est vrai que peut-être je peux faire une prise d'antenne, parce que souvent le tirage de l'Europa, c'est soit à midi, soit c'est à 13h. Alors attends, on va aller chercher évidemment l'information à la source pour voir un petit peu
quand est-ce que ça tombe? Le tirage au sort aura lieu le vendredi 29 août. Le chapeau, les groupes et la procédure seront disponibles ici à partir de 8h30 le tirage. Ok, bon, pour l'instant, on n'a peut-être pas encore tout à fait les informations, les modalités. Hop, ouais. Bon, après, j'imagine souvent c'est à ce moment-là, tu vois. Plutôt vers le 28 août. Non, ça c'est la Ligue des Champions, 28 août à 18h. Ouais. Oh, bah écoute, on verra ça un petit peu quand est-ce que ça tombera, quoi. Ah, 29 août à 13h. On a l'information. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ouais, bah, peut-être plus le vendredi, peut-être se réunir vers midi, faire un beau débrief du tirage LDC, puis après se regarder le tirage de l'Europa, de la Pipion League tranquillement, échanger sur les Coupes d'Europe. Je pense que ça peut être sympathique. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense qu'on va se faire ça, ça peut être une bonne formule. Je pense on va bien s'amuser encore une fois. Et du coup, ouais, juste pour ceux qui s'intéresseraient à ça, le programme du coup, on a à 18h45 le Karat Almaty, ce club kazakh qui affronte le Celtic. Ensuite, on a Paphos, le fameux club chypriote qui reçoit l'Étoile Rouge. Victoire 2-1 à l'aller pour les Chypriotes. Ensuite, on a Bodo Glimt qui en a mis 5 au Sturm Graz. Donc normalement, pour la première fois, on devrait avoir l'équipe norvégienne dans la phase de groupe. Et le lendemain, on a Karabag Ferencváros. Karabag qui a gagné 3-1 à l'aller. Pareil pour Bruges, même score qui reçoit les Rangers. Benfica Fenerbahçe 0-0 à l'aller. Tout reste à faire, comme Copenhague-Bâle où il y a eu un partout. Donc encore un beau petit suspense. Merci beaucoup à Nico Madrida pour le petit prime. Merci beaucoup l'ami. Installe-toi pour la première fois. Merci beaucoup de rejoindre, comme on dit, le train. Bah, je vous propose qu'on démarre de suite pour aller voir un petit peu les rumeurs mercato, tout ce qui se passe sur ce beau petit marché. Parce qu'évidemment, on a des informations qui sortent. On va d'abord faire un gros tour d'horizon de tout ce qu'il y a à voir. Et après, on ira sur les petits focus que je vous ai mis dans le titre en description. Donc... Igaman, Ceballos, Vardy, Leverkusen, tout ça quoi. Allez, on va se pencher là-dessus. Ça arrive de ce pas. Hop. Sur le trade, le fil de nos amis de l'équipe. Les coulisses de ce mardi 26 août, qu'est-ce qui se passe? Arnaud Tenas, c'est vrai que le PSG doit dégraisser. D'ailleurs, j'ai vu que Kangingli était annoncé à l'Atletico et que Gallagher pourrait retourner à Crystal Palace. J'ai vu que peut-être à Atletico, qui a fait un début de saison un peu moisi, 1 point sur 6 contre l'Espagnol et Elche. Bon, je pense que c'est pas forcément les standards qu'a tenté les Colchoneros, mais du coup, ça pourrait profiter au PSG qui chercherait, pourquoi pas, à vendre Kangili pour peut-être prendre enfin un offensif supplémentaire. Ça paraît de Rodrigo Mora à voir l'Arabie Saoudite, ça paraît d'Akliouche, mais qui se dessine plutôt à rester à l'ASM. Donc forcément, ça peut encore pas mal bouger. Alors, hop, je vais juste réduire ma petite cam, comme ça vous aurez toutes les infos. Donc Tenas sera à Villarreal mercredi. Le montant du transfert estime à 6 millions d'euros après avoir disputé 8 rencontres en 2 saisons avec le club. Moi, franchement, Tenas, pour ses petites apparitions, à chaque fois, je trouvais que c'était bien. Je trouvais que c'était vraiment pertinent, que c'était vraiment sympathique, mais c'est vrai qu'il est descendu à 5ème place dans la hiérarchie des gardiens parisiens depuis le recrutement de Lucas Chevalier et Renato Marine. Parce que c'est vrai que si tu as Chevalier, Safonov, Donnarumma, Marine, Tenas, bon, t'es 5ème gardien alors que bon, t'es quand même pas un gardien dégueu. Ça commence à faire beaucoup. Ça, on est bien d'accord là-dessus. El Bilal Touré qui continue son petit tour des clubs. Comme on annoncé notre direct mercato d'hier, l'ancien attaquant du Stade de Reims, rejoint en prêt Beşiktaş. Après avoir quitté Reims en 2002 pour Almeria pour 8 millions d'euros, l'international malien, 25 sélections, a rejoint l'Atalanta un an après contre 30,2 millions d'euros. Il n'a effectué que 17 apparitions avec Bergame avant d'être prêté la saison passée à Stuttgart. Bah tu vois, dans son grand périple, j'étais pas loin de rajouter un club supplémentaire. J'ai l'impression qu'il bougeait tous les 6 mois, le bon vieux El Bilal Touré. Donc à voir, bah, tu vois, on parlait de la Turquie. Et ça, c'est un mouvement intéressant pour Beşiktaş qui va se renforcer. Un attaquant qui, pour moi, doit quand même un petit peu plus jouer et surtout se stabiliser parce que ça reste assez jeune, El Bilal Touré. Mais j'ai l'impression qu'il a bougé partout dans tous les sens. Donc ça va être plutôt positif. Bon, on va se faire l'info Vardy maintenant. Je pense qu'on va aller regarder ça. Comme c'est plutôt une belle anecdote.
Jamie Vardy pourrait rejoindre la Cremonese alors que Faris Moumbagna, indésirable à l'OM, devrait rejoindre le club italien dans le cadre d'un prêt payant. Le promu voudrait encore se renforcer en attaque. Selon les informations de Sky Sport Italia, le promu serait entré en contact avec l'entourage de Jamie Vardy pour attirer l'attaquant anglais, libre de tout contrat après son départ de Leicester à 38 ans. Légende des Foxes, où il a disputé... Putain, bon, j'ai rien contre le stagiaire, c'est peut-être pas un stagiaire aussi, mais Foxes avec un W à la place du X et serait entré pas de E accent aigu. Bon, voilà, hein, je suis pas je suis pas le plus irréprochable sur orthographe, mais ça saute aux yeux des fois. Légende des Foxes où il a disputé 500 matchs, 200 buts, 71 passes D, et il pourrait trouver un nouveau défi en Italie à 38 ans. Il rejoindrait quand même pas mal de vétérans. Hein. T'as Ciro Immobile qui a atterri à Bologne. T'as Dzeko qui a rejoint la Fiorentina à 39 ans. Donc la Serie A du mal à se défaire de sa réputation de championnat où on aime beaucoup, ou peut-être à la bulle et tonton, mais en même temps, quand tu sais que Luca Toni a été meilleur buteur il y a quelques années, à bientôt 40 ans, que tu sais que là-bas ils aiment bien, et puis bon, en France, quand tu vois encore une fois la forme de Giroud, Aubameyang, Cremonese c'est hyper beau en plus. Tu sais quoi, je suis jamais allé, j'ai fait pas mal de petites destinations en Italie, mais il me manque en gros Bologne et Vérone qui m'intriguent, qui m'attirent beaucoup. Et sinon, j'ai fait pas mal de tours, mais Crémone, j'ai pas pu encore faire. Mais je sais que c'est en Lombardie de mémoire. Le duo Moumbagna-Vardy en attaque improbable. Et tu sais que des fois, il y a eu des. Je crois qu'il y avait un tweet, je sais plus si c'était BeFootball ou un truc comme ça, qui a dit c'est quoi les duos les plus improbables que vous avez vus sur un terrain. Et je crois de mémoire, il y avait des trucs qui étaient vraiment assez épatants. Il y avait eu notamment en Turquie un Robinho Enzo Crivelli. Je pense que c'est dur de faire mieux quand même. Hein. Bon, tu vois le parcours judiciaire de l'un, ça c'est sûr que t'as envie de l'enterrer. Mais le bon vieux Crivelli, c'est vrai qu'en Turquie, en fait, c'est ça. On a commencé à parler de la Turquie. La Turquie et la Serie A, c'est quand même le genre de championnat où tu peux avoir ce genre de mélange assez fantaisiste. Mais d'un point de vue sportif, après, tu vois, comme je dis, hein, Vardy, moi, ce que j'ai vu l'an dernier avec Leicester, certes, ils se sont descendus, certes, ils ont été très très loin du maintien, mais lui, il continue de faire ses buts. Après, évidemment, c'est pas le Vardy prime de 2015-2016, hein. Mais c'est quand même un joueur qui a réussi encore à marquer 2-3 petits buts, et je suis persuadé qu'en Serie A ça peut faire sa saison à 10 pions quoi. Même à cet âge là j'en suis convaincu. Et ouais, moi un petit regret, tu vois, de pas avoir vu un club de Ligue 1 peut-être tenter l'affaire, parce que comme on est dans un nouveau cycle pour notre championnat et qu'on cherche de nouvelles histoires à raconter, et surtout des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire, au-delà du retour des champions du monde qui fait plaisir, j'avoue que voir un Vardy en Ligue 1, alors évidemment, tout le monde n'a peut-être pas envie de miser sur un joueur de 38 ans au hasard Strasbourg, mais tout le monde n'a peut-être pas aussi le salaire à donner. Mais tu vois, un Vardy pour épauler certaines équipes, Vardy à Nice, tu vois, en vrai, oui, franchement, même si Mofi, bon, il a marqué, je sais pas, tu vois, tu prends Vardy derrière Kevin Carlos, je trouve que l'idée, elle est intéressante. Ensuite, on va voir. On va voir ce que ça donne. Corentin Jean, Gonzalo Higuaín à l'Inter Miami en 2022, c'était pas mal. Là, franchement, t'as du très très lourd. Ouais, franchement, c'est vraiment... T'as tiré le gros lot là. Là, t'as vraiment cité quelque chose de propre. Ouais, tu vois, Lens, ouais. Bon, Lens, ils vont peut-être pas faire Sinaïko les pauvres, mais c'est sûr que ça aurait été aussi une affaire... Pareil, est-ce que tu prends Vardy comme titulaire ou est-ce que tu le prends plutôt dans un rôle de doublure, un peu comme El Arabi est arrivé à Nantes, avoir aussi autant de jeux que tu lui donnes. Salut Nico, premier live pour ma part, ça aurait le plaisir de te suivre sur Twitter. NB, nota bene, je fais partie de l'équipe d'Aiguille qui est passée sur Beansport en mars dernier. Tes tweets nous avaient régalé. Écoute, merci beaucoup l'ami, j'ai un gros souvenir. Ça c'était une super initiative de la part de Bean, quand ils avaient montré un petit peu ce match de football amateur en conditions réelles comme les pros, avec une quinzaine de caméras, avec Jean-Charles Sabatier aux commentaires. Et franchement, le match était hyper vivant, hyper intéressant. Et ouais, il y a eu quelques actions dignes des plus grands, et je pense bien que ça avait comparé des joueurs d'Aiguille à la CSAO de 98 ou 2002, donc c'était assez
Assez rigolo, ouais. On va continuer notre petit tour d'horizon des infos. Donc, Parme s'offre un jeune Suisse. Les Giallo Blu ont officialisé la signature de Sacha Bricci, latéral droit de 18 ans qui arrive du FC Lucerne, intégré à l'équipe première du club suisse cette saison. Il a signé un contrat de 5 ans avec Parme, donc un jeune talent à découvrir. Ah, ça, c'est pas mal parce que ça concerne évidemment un club de Ligue 1. Le Paris FC se lance sur Anton Gay, un jeune latéral droit de l'Ajax Amsterdam. S'il n'a toujours pas abandonné la piste à Marie Traoré, le Paris FC, qui cherche activement un latéral droit, aurait fait une offre de 6 millions d'euros à l'Ajax pour le Danois Anton Gay. Le Paris FC va être très actif dans la dernière ligne droite du mercato avec un dossier urgent, celui du latéral droit, alors que la piste à Marie Traoré, 33 ans, sous contrat avec la Real Sociedad jusqu'en 2026, n'a toujours pas été abandonnée. Le promu s'est aussi lancé dans des solutions de repli avec des profils plus d'avenir. Après Arthur, le défenseur brésilien de Leverkusen, surtout utilisé en piston dans son club actuel, les dirigeants parisiens sont aussi penchés sur un autre joueur de 22 ans. Il s'agit d'Anton Gay, latéral droit danois sous contrat jusqu'en 2028 avec l'Ajax. Selon nos informations, le Paris FC aurait proposé 6 millions d'euros pour s'attacher au service du latéral, qui a joué 25 matchs de redivisé et 10 d'Europa League la saison dernière. Donc pas mal. J'ai vu qu'il y a notre ami Enzo Payot qui se passe souvent sur le chat, qui a parlé un petit peu du profil du joueur. Et je trouvais ça pas mal, peut-être d'aller voir un petit peu ce qu'il racontait sur lui. Peut-être qu'il y a un seul L. Hop. Ouais, c'est ça. On va voir un petit peu. Je sais que lui, c'est un gros suiveur d'Eredivisie, donc il va pouvoir le dire. Anton Gay vers le Paris FC. Alors, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Je n'arrive absolument pas à me positionner sur le transfert. Le latéral droit limité dans sa technique avec ballon, avec un jeu combiné, une qualité de centre assez médiocre, qui a encore des lacunes dans sa science défensive. Pour l'instant, c'est pas très rassurant. Par contre, un vrai soldat irréprochable dans l'état d'esprit, il a fait preuve d'une grosse force mentale pour surmonter des périodes très difficiles et s'imposer peu à peu comme un titulaire, certes un peu par défaut. Profil physique très complet avec un gros volume de jeu, une belle pointe de vitesse et une résistance au duel à l'épaule. En résumé, un latéral contre-attaquant avec des lacunes dans pas mal de domaines, mais aussi une marge de progression à 22 ans. Cible adaptée à la vision Red Bull, âge, création de valeur, intensité et au contexte du Paris FC, jeu de transition, niveau pour être titulaire à 6 millions d'euros, l'impression que ce serait le juste prix. Bah écoute, c'est bien d'avoir des personnes qui suivent ça assez attentivement. Amari Traoré, j'espère quand même qu'on le reverra en Ligue 1. Il y avait le Paris FC qui s'était positionné là-dessus. Je sais qu'il y avait Nice, mais apparemment Klose pourrait plutôt rester. Donc le dossier Amari Traoré pourrait se refermer. Ce sera toujours mieux que Chergui. Ouais, c'est vrai que tu sens que le Paris FC, encore que le milieu de terrain et l'attaque, t'as des joueurs à intégrer, et tu te dis que quand ça tournera bien entre Moses Simon, Kebal, Crasso, Jebels, tu seras pas trop inquiet. Le milieu de terrain, t'as Maxime Lopez qui lui, je pense pour le coup le niveau de Ligue 1, il n'y a pas trop de doutes. Il y a Marchetti, Doucet, faut que ça, tu vois, ça prenne le pouls un petit peu de ça, mais je pense que ça peut aussi faire l'affaire. Mais la défense, c'est vrai que c'est plutôt inquiétant. Et si je devais renforcer un secteur en priorité, je prendrais 2-3 défenseurs en plus. Là, franchement, ce sera pas de trop. Donc Anton Gay, bah écoute, on va un petit peu découvrir ce que ça peut donner dans notre championnat si ça rejoint bien la Ligue 1. Salut Yas, j'espère que tu vas bien. Une question, tu penses que Ekitike, s'il fait une grosse saison, une convocation à la Coupe du Monde, c'est possible? Alors, moi, c'est une de mes prédictions hors jeu. Hier, on a fait, lors du Tour d'Europe, nos prédictions qui sera champion en Liga, Bundesliga, PL, Serie A et 5 prédictions libres. Et dans mes prédictions libres, parmi les 5, j'ai dit que Ekitike ferait une saison de patron et qu'il serait dans la liste pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, ça tombe bien. Il y a une liste qui tombe demain de la part de Didier Deschamps. Et oui, je sais que vous êtes ravis de l'apprendre encore une fois, mais la trêve internationale, c'est dans 5-6 jours. Ça arrive très très vite. Comme ça te prend toujours en traître le début de saison. Et Ekitike, je ne sais pas s'il y sera, mais par rapport à son profil de joueur de neuf, je suis convaincu qu'il y sera. Si c'est pas là, il sera bientôt. Thuram fait le boulot aussi en ce moment. Ah non, mais Thuram, il a été très bon. D'ailleurs, le match de l'Inter hier, la rentrée, je pense qu'il y avait beaucoup de doutes sur l'Inter. Déjà, t'as Naples qui a fait un très beau mercato, t'as des équipes un peu revanchardes comme le Milan, t'as la Roma aussi qui a fait un recrutement intéressant, et l'Inter, tu te dis bon, ils ont pris un gros coup de massue, la Coupe du Monde des clubs, c'était pas forcément ça, le mercato, t'as pas forcément remplacé tous les titulaires, mais franchement, l'Inter, ok, ils ont pris 5-0 en finale de Ligue des Champions, par contre, c'est toujours... T'as toujours un 11 qui est super compétitif. Hein. T'as Lautaro, Thuram, Barella, t'as les Dumfries, Sommer, Bastoni. Là, hier, t'as intégré Susic au milieu de terrain, qui a l'air extrêmement prometteur. J'ai vraiment hâte de le suivre. Tu as également du Andy Diouf, du Boni, qui a marqué son premier but lors de son entrée en jeu. Donc, l'Inter, moi, je me fais pas trop de doutes et je pense que ce sera encore une équipe un peu poil à gratter. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux avoir des signaux un petit peu, voilà et tout.
Peut-être c'est une équipe qui ira moins loin en Ligue des Champions, par contre en Serie A ils seront là pour le titre, il n'y a aucun doute là-dessus quoi. Ekitike, il lui manque que 3 buts pour déjà dépasser le nombre de Darwin la saison dernière en PL, mais je suis content qu'on l'ait pris, il va bien s'adapter à l'équipe. Non mais c'est ça, autant Florian Wirtz c'est une adaptation un peu plus en douceur, après c'est comme d'hab, hein. Il y en a qui lui tombent dessus, de toute façon c'est toujours ça, et de plus en plus dans cette ère du football moderne, c'est que les gros transferts, les premiers matchs, c'est de la hate watch. Il y a beaucoup de gens qui sont là juste pour les voir se faire détruire. Il y en a énormément qui attendaient que Gyökeres se plante contre Leeds. Il sort avec un doublé. Et du coup, maintenant, c'est forcément ah, mais c'est que contre Leeds. Wirtz, là, il se fait détruire absolument. Alors que bon, je rappelle quand même que c'est un Allemand qui a toujours évolué en Bundesliga, qui doit s'adapter à un nouveau championnat, une nouvelle équipe. Et que même s'il y a un gros transfert, c'est pas de sa faute. Hein. Enfin, le prix, lui, il a une pression. Et vous en faites pas qu'il est au courant. Et qu'il reste, je sais pas, on est fin août. Il doit rester peut-être à peu près 55 matchs si Liverpool va loin à LDC pour qu'il puisse s'adapter. Et en plus, tu sais qu'il est dans une équipe où il y a beaucoup de joueurs qui ont des dépassements de fonction, que t'as Gravenberch qui va en mettre un peu plus à l'image de son but, voire de son tacle qui méritait carton rouge, on peut se le dire. T'as McAllister qui adore apparaître et rêver dans les 30 derniers mètres. T'as Salah qui adore monopoliser le ballon et faire des bonnes passes. T'as des attaquants qui demandent le ballon dans les pieds et qui sont pas des fois des joueurs de rupture, de profondeur. Et Wirtz, lui, il doit trouver son juste rôle dans cette partition. Après, voilà, c'est le temps qu'il faut. On est fin août. Est-ce que je suis inquiet? Est-ce que je suis paniqué pour Florian Wirtz? Non. Moi, je pense qu'il faut juste laisser le temps au temps, qu'ils prennent un petit peu la mesure de tout ça. Peut-être qu'il y aura un petit passage par le banc, tout ça, mais franchement, aucune inquiétude à voir Florian Wirtz performer tôt ou tard. Il y a des joueurs pour qui ça se passe très vite. Il y en a d'autres qui ont un déclic un peu plus tard. Donc voilà, faut juste laisser faire ça quoi. Genre un Bernardo Silva de mémoire avec City, il fait une demi-saison un petit peu en alternance avec le banc. Bon, certains vont dire oui, Bernardo Silva n'a coûté que 60 millions d'euros. Et encore, il y a 6-7 ans, quand tu coûtais 60 millions d'euros, c'était quand même déjà assez conséquent. Bernardo Silva, à partir de janvier, j'ai souvenir que lors de sa première saison à City, il a vraiment totalement décollé, explosé. Et peut-être c'est ça, c'est s'adapter à la PL, c'est pas simple du tout. Encore plus dans une équipe qui tournait déjà très bien la saison dernière, où tu as beaucoup de joueurs qui peuvent demander le ballon. Toi, tu dois trouver un petit peu ton juste rôle. Mais on verra ce que ça donne. On va continuer évidemment nos petits tours d'horizon des actus. L'Udinese qui prend un ancien joueur de Ligue 1, Adam Buksa, 15 buts en 39 matchs avec le club danois de Midtjylland, un transfert de 5 millions d'euros pour l'attaquant polonais de 29 ans qui signe un contrat de 4 ans. C'est vrai qu'il y avait on s'en souvient de Buksa qui avait un certain gabarit, une certaine taille. L'Udinese a perdu Lorenzo Luca, ça m'étonne pas qu'ils prennent ce genre d'attaquant un petit peu pivot, un petit peu déménageur de surface, même si on voit que Buksa, ça l'a pas fait en Ligue 1, mais on a souvenir quand même de performances intéressantes avec la Pologne ou lors de ses autres apparitions à l'étranger. Donc lui le revoir en Serie A, je pense que ça peut être une bonne affaire. Dortmund a besoin de recruter et Dortmund se tourne vers Chelsea. Le pont entre l'Angleterre et Dortmund continue de se solidifier. Prêté par les Blues lors de la seconde partie de saison dernière, Carnet Chukwuemeka s'est engagé avec le BVB jusqu'en 2030. Les 17 matchs disputés par le milieu anglais de 29 ans chez Borussia ont suffi à convaincre les dirigeants des jaunes et noirs. Ça parlait aussi pas mal de Anselmino, autre joueur qui appartient à Chelsea, qui pourrait rejoindre. Et comme le dit ce bon vieux Thibaut, je vois que Dortmund dispute le rôle de jouet préféré de Strasbourg à Bluco. Après, en vrai, Chukwuemeka, moi j'ai toujours trouvé que c'était un bon jeune, mais ce qui est relou, c'est que t'as toujours ce truc de il t'appartient pas, t'es obligé finalement d'aller finaliser ça, mais là au moins 25 millions, tu investis. Mais bon, on voit que Niko Kovac a prolongé, on voit que le père de John Bellingham s'infiltre dans les vestiaires. Est-ce que tout ne serait pas réuni? On voit surtout le premier match Sampaoli et le scénario encore bien trouble qui s'est déroulé pour Dortmund. Est-ce que après le mercato, tout n'est pas réuni pour que je tourne cette fameuse vidéo sur Dortmund et le club qui fait que chuter et qui n'est pas à sa place? Je crois que on va se pencher très sérieusement là-dessus. Donc mon cher Thibaut, t'inquiète pas, on va bien s'accrocher. Là, faut laisser passer la fin de mercato, la trêve internationale, et on va aussi se brancher là-dessus. Mais c'est clair que Dortmund est un cas à part et que dans l'autre sens, Chelsea a très très bien vendu. Franchement, tu regardes toutes les ventes et il y a encore du beau monde qui va partir. Potentiellement, tu as Jackson, Nkunku, Disasi, peut-être Badiachil.
t'as peut-être encore un gardien qui traîne dans les parages. Chelsea va être en positif sur ce mercato. Et pourtant, tu vois, ils ont encore pas mal investi. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a des joueurs qui sont... Ben, comme ils prennent beaucoup de monde, même en vendant, tu peux récupérer des joueurs qui sont super intéressants. Le Renato Vega qui a atterri à Villarreal. Enfin, je vais aller voir vite fait les départs de Chelsea. Je pense qu'on va s'en rendre compte. Mais il y a quand même du matériel de qualité, quoi. À aller chercher. Même si dans cet effectif pour Maresca, c'est des fois des 4e, 5e choix. Là, je pense que t'as des joueurs sympas, non? Madueke, Arsenal 56 millions d'euros, Joao Félix, Al Nasser 30 millions, George Petrovic, Bournemouth quasiment 30 millions, Leslie Ogochukwu 21 ans, Burnley 28,7 millions d'euros. Ils ont vendu tous leurs joueurs un petit peu dans cette même fourchette entre 30 et 20, mais tu vois, ils en ont vendu beaucoup. 12 Bury Hall à Everton pour 28 millions d'euros, Renato Veiga à Villarreal pour à peu près 25 millions d'euros, Armando Broja pour Burnley et 23 millions d'euros. Carnet Chukwuemeka, on l'a vu, Dortmund, 20 millions d'euros. Matissa Mougou, hop, la petite passerelle avec Strasbourg. T'as aussi du Bassir Humphrey, t'as du Kepa, t'as du Marcus Benitili. Ouais, t'en as un paquet. Hein. T'as Lucas Bergstrom qui s'engage libre. Et t'as encore des joueurs qui vont partir. Ouais, tu vois, Sterling qui est revenu. Caleb Willet. On a parlé de Disasi. On a parlé de Jackson. Ouais, c'est sûr que ça vend bien. Au-delà de la donnée quantitative, c'est très bien vendu. Alors, franchement, tu vois les ventes, en vrai, c'est à chaque fois pas loin d'être le juste prix. Même si Joao Félix, tu te dis, bon, voilà, il y a Joao Félix, tu l'achètes pour 60 millions il y a un an, et tu le revends que 30, donc bon, t'as perdu un petit peu d'argent, mais vu que voilà, 52 millions, bon, c'est un peu moins, même encore, et tu le revends pour 30 millions, tu dis que t'as pas fait une belle affaire, mais vu que la cote du joueur a tellement chuté, tu te dis que bon, si tu l'avais gardé encore 6 mois, peut-être qu'à l'hiver, tu le vendais que 15, donc 30 millions, puis en plus, un beau salaire, mais ouais, Madueke, 56 millions, très bien vendu, tu fais... Petrovic, Hugo Chukwu, Broja, Chukwuemeka pour quasiment 100 millions d'euros. Et ces 100 millions d'euros là, ça te permet de faire juste Joao Pedro et voilà, du Liam Delap ou du Jorelato, quoi. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est plutôt bien vendu, bien senti pour les Blues, quoi. Félix et Mudryk, c'est dur niveau business. Le reste, c'est bon. Mudryk, c'est tellement porté disparu. En plus, il a son affaire de dopage. S'ils ont acheté 70 millions d'euros. Je sais pas comment ils vont faire, soit pour le réintégrer, soit pour le revendre. Après, tu auras toujours un club, parce que Mudryk, il y aura toujours quelqu'un pour essayer et tout. Mais ouais, franchement, le bon vieux Mudryk, attention. Ouais, j'ai peur qu'on... Franchement, le bilan de Mudryk avec Chelsea, en termes d'apparition, je pense qu'il n'y a même pas 70 matchs. Donc, t'es à plus d'1 million d'euros le match, quoi. Suspension via commission de discipline. Ouais, ça fait peur. T'es quand même à 28 sélections, 3 avec l'Ukraine. 3 buts avec l'Ukraine, pardon. Données de performance par club. Mudryk, c'est... Ah non, j'ai dit une bêtise, pardon. 73 matchs avec Chelsea, 10 buts, 11 passes D. On est à 900 000 euros le match, à peu près. 950 000 peut-être, si on va un peu plus loin. C'est quand même, voilà, hein, faut profiter de chaque but et de chaque passe D, quoi. C'est un des pires transferts de ces dernières années en PL avec Anthony, je pense. Oh, non mais franchement, c'est sûr qu'il y a un enchaînement qui a été fait ces dernières années en gros transfert PL. Tu fais Nicolas Pepe Arsenal, tu fais Mudryk Chelsea, tu fais Anthony United, tu fais Mason Mount United, t'as Lukaku Chelsea, c'est vrai qu'il a coûté plus de 100 millions. Et pourtant sur le papier, quand Chelsea le prend, c'était une très bonne idée. Ils sont champions d'Europe sans un gros neuf. Ils vont chercher un Lukaku qui marchait sur la Serie A, qui a été très très bon avec l'Inter. Et tu vois le flop que ça a été. Darwin Nunez. Ouais, Darwin Nunez aussi, 80 millions d'euros. Pour moi, le gros défaut de Darwin, c'est au-delà du prix, c'est qu'il arrive en même temps que Haaland. Et il y a 2-3 zigotos qui sont amusés à comparer Haaland et Nunez. Alors qu'Haaland, déjà à Dortmund, c'était dans une dimension bien supérieure à ce que Darwin faisait à Benfica, même si c'était bien. Mais Haaland, en termes de neuf dans sa génération, il n'y avait aucune concurrence. Ouais, Grealish à City. C'est vrai que quand tu vois le rapport qui a été pris, ça a de quoi être un tout petit peu inquiétant, quoi. Rasmus Højlund, 70 millions d'euros. C'est vrai que c'est quand même costaud, hein. Sancho à United, c'est vrai que Sancho,
il le paye combien? Parce que Sancho, lui aussi, je pense que même si on est tous à peu près fans du joueur, 25 ans, valeur marchande 28 millions d'euros, Sancho, il le paye combien? 23, c'est 85 millions d'euros. C'est tendu, hein. C'est waouh. C'est quand même plus que conséquent, quoi. Mais bon, Sancho, ça paraît de lui, bah, soit l'énième retour à Dortmund, soit la Roma, soit la Juve. Mais Sancho, ça fait partie de ces dossiers. Comment on est en fin de mercato, United n'en veut pas, très clairement, et ça va réussir à trouver une porte de sortie. Que ce soit la Roma, la Juve ou Dortmund, vous en faites pas, on reverra Sancho sur les terrains en 2025-2026. Mais ouais, c'est ça, Sancho, il va rester à United et personne ne va rien dire. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont bloqués dans leur club parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. Finalement, les clubs, ils veulent pas forcément perdre de l'argent sur des salaires, donc ils se disent, bon, quitte à prendre un peu moins, un chèque un peu moins élevé, autant laisser partir. Kolo Muani, PSG par exemple, c'est le cas. Sancho, c'est également un petit peu dans la même veine. Donc tu vas voir, il y a quelques mouvements qui vont se faire, d'indésirables qui vont réussir à trouver des portes de sortie. Salut Matelot, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. On n'a pas encore parlé de l'OM, on termine notre petit tour d'horizon des actus pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Anthony, justement, bientôt de retour au Betis, il a refusé l'Arabie Saoudite. Ah bah écoute, Anthony, vu ce qu'il a montré au Betis pendant 6 mois, je suis très content de le voir rester en Europe et en Liga. Surtout que il avait été très très bon avec le Betis et que si le Betis a envie de retrouver la Ligue des Champions, c'est le genre de joueur tu vois qui peut un peu plus apporter. Et puis Anthony veut jouer le mondial. Ouais, c'est vrai que ne l'oubliez pas, dans certains choix de joueurs, c'est le moment aussi d'être lucide et de ne pas se tromper. Dans moins d'un an, il y a une Coupe du Monde. Il va rester, bon, il en reste beaucoup. Il reste 4 listes avant la Coupe du Monde, avant la liste du mondial. Rassemblement de septembre, octobre, novembre, mars, et après, voilà, on sera dans la dernière ligne droite jusqu'au mondial nord-américain. Donc, certains choix, même si on est peut-être dans un moment de panique, ça peut compter pour espérer se retrouver dans le club qu'il faut, quoi. Donc là, on va pouvoir voir un petit peu si on va avoir de la lucidité. Je regarde juste, on a eu 2 nouvelles informations. Ah oui, quelqu'un le disait, Khalis Meira qui prolonge jusqu'en 2029. Très très belle nouvelle pour l'OL et pour le joueur, ça paraît sécurisé. Il n'a pas encore été titulaire, mais on rappelle que c'est très très jeune, 18 ans, et que Khalis Meira, je pense qu'on le verra pas mal aussi titulaire, peut-être en Europa League, prendre du temps de jeu en Coupe de France. Il fera ses 4-5 titus en Ligue 1, je suis pas inquiet. Faut juste que ça se lance. Mais c'est bien que l'OL fasse aussi confiance à sa formation dans cette période un petit peu de renouveau. Un retour peut-être, Farid Boulaya. Je pense à Farid Boulaya, ça rappelle quelques souvenirs. 32 ans, libre après 3 saisons au Qatar. Lorient a contacté l'international algérien. L'ancien milieu offensif du FC Metz n'est pas séduit pour le moment. En vrai, franchement, revenir en Ligue 1 à 32 ans quand tu as fait une pige dans le golf, dans une équipe où tu auras du temps de jeu, où tu auras un salaire décent, moi je trouve que pour le coup, pour Boulaya à 32 ans, le challenge l'orienté, il est pas mal. Le milieu offensif algérien a été appelé par l'entraîneur adjoint des Merlus, Yannick Cahuzac, avec qui il a évolué à Bastia, mais il n'a pour l'instant pas répondu positivement à la proposition bretonne. Donc on verra si ça peut un petit peu évoluer pour lui, le bon vieux Faris Boulaya. Le PSG recrute Racheda Hadjibad, la capitaine du Nigeria. Voilà, certains se plaignaient que le PSG ne recrutait personne après Chevalier Zabarni. Ça bouge quand même pour les féminines, mais au moins vous avez du mercato au Paris Saint-Germain. Bon, après, vous avez tout gagné, vous avez tous les trophées, vous avez que des top 3 à chaque poste dans votre effectif. Vous n'allez pas vous plaindre quand même, hein. Ça va, la vie est belle. Koumbedi dit oui à Wolfsburg. Donc ça, c'était un dossier qu'on savait qui allait pas mal avancer. Le latéral droit de l'OL, Saïd Koumbedi, va être prêté en Bundesliga à Wolfsburg pour 1 million d'euros, assorti d'une option d'achat obligatoire à 6 millions d'euros. Comme annoncé sur le site de l'équipe ce dimanche, l'OL a trouvé pendant le week-end un accord avec Wolfsburg pour le prépayant de Saïd Koumbedi, donc un package de 7 millions d'euros et 15% de bonus sur une future plus-value. Le latéral droit qui réservait jusqu'à présent sa réponse vient d'accepter ce mardi les conditions des dirigeants de Wolfsburg après avoir parlé avec le coach. Il devrait donc voyager vers l'Allemagne ce mercredi. Il ne sera pas présent dimanche pour le choc contre l'OM au Groupama Stadium après avoir passé 3 ans
à Lyon. Koumbedi qui s'envole vers l'Allemagne, j'aurais bien voulu le voir rester en Ligue 1. Certains s'en souviennent, dans un mercato idéal, je le trouvais comme doublure au PSG, il n'aurait pas fait tâche. En plus, il a déjà évolué en jeune au Paris Saint-Germain, tu vois, histoire de faire un petit clin d'œil. Et je sais que le LOSC s'était penché sur lui, mais je pense que le LOSC ne peut pas mettre plus de 5 millions d'euros sur un latéral, donc ouais, ça va être compliqué. Ouais, il a acheté combien? Il a été moins d'1 million d'euros. Le PFC aurait pu foncer dessus. C'est vrai que le PFC, par rapport à Anton Gay, ça aurait pu être pas mal du tout. C'est vrai que pour le coup, Koumbedi, j'aurais bien voulu le voir rester en Ligue 1. Il y avait quelques équipes. Bah, tu penses aussi à Nice qui aurait pu perdre Klose. Apparemment, Jonathan Klose va rester en Ligue 1 du côté des Aiglons. Donc, ouais, Koumbedi, il avait le profil pour atterrir dans pas mal de clubs où bah, on recherche ce type de profil, quoi. Sinayoko ne s'est pas entraîné. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? En raison d'une gêne au genou, alors que son avenir en Bourgogne continue de s'écrire en pointillé. Là, c'est le feuilleton Ligue 1, bien Ligue des Talents. D'abord Nice, puis Lens. Il est toujours espéré par le Racing qui avait trouvé un accord de principe avec la GIA avant que la direction de Serros de fasse machine arrière. Ouais, ça va être assez intéressant de voir comment ça va se faire. Apparemment, Newcastle est proche d'un accord avec les Wolves pour Larsen pour environ 70 millions d'euros. Waouh! C'est les prix PL, hein, ce qu'on a évoqué, pour enfin lâcher Isaac. Bah, c'est vrai que quelqu'un disait tu vas pas parler Newcastle-Liverpool. Bah, je préfère faire le mercato, mais on reparlera évidemment des Reds et d'autres équipes européennes. Mais ce qui est sûr, c'est que le match d'hier de Newcastle, la première mi-temps déjà est très bien, et vraiment je trouve qu'ils ont marché sur Liverpool encore plus à 10 contre 11. Il y a vraiment ce supplément d'âme qui était assez incroyable. Enfin, tu vois un Newcastle avec Isaac, il tape Liverpool. Enfin, vraiment, il leur manquait que ça. Ils ont eu pas mal de situations. Et même si Larsen, j'aime bien Larsen, mais 70 millions d'euros, c'est... Waouh, 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 c'est quand même conséquent. Après, on sait qu'on vend entre clubs anglais, donc tu rajoutes toujours une certaine somme, un certain pourcentage, mais là, c'est quand même. Ouais, ils doivent mener 2-0 à la mi-temps. Mais écoute, Newcastle qui fait la LDC, Newcastle qui a besoin d'un neuf absolument, ça m'étonne pas qu'ils craquent un petit peu et puis se disent bah voilà, on va se retrouver avec un beau chèque pour Isaac. J'ai l'impression que ça va partir. Donc, il n'y a plus qu'un, mais ouais, Isaac qui fait l'attraction de la fin de mercato. Ça, par contre, si Liverpool prend en plus lui, waouh, là, faut bien s'accrocher, quoi. L'abbé débrief, salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Sinayoko était bien en salle aujourd'hui et les journalistes racontent n'importe quoi sur ce dossier. Mais j'ai vu que déjà, la semaine dernière, ils avaient dit que Sinayoko avait fait grève alors que c'était pas le cas. Attends, j'ai l'impression que Sinayoko, c'est ce que je vous disais sur les sources et tout. Tu vois, pourtant l'équipe c'est sérieux, mais c'est dingue de raconter, si c'est le cas, autant d'intox sur le cas de Sinayoko. Ah non, mais Larsen, c'est un très bon joueur. Ça, pour le coup, je suis totalement d'accord avec vous. Mais bon, si c'est 58 millions d'euros, c'est peut-être un peu plus plausible que 70. Mais c'est sûr qu'il y a des valeurs marchandes qui ont explosé. Bah, tu vois, Elanga, j'adore. 65, 60 millions d'euros. Pareil, c'est quand même hyper costaud. Hein. Mais on va voir si le RC Lens se trouve en face en attaquant. De toute façon, il y a pas mal d'équipes qui doivent finaliser un 9. On rappelle, hein, le LOSC, peut-être Igaman. Rennes, peut-être Esteban Le Paul. T'as forcément le RC Lens qui est en priorité absolue. Donc, ouais, ça va encore pas mal bouger dans ce sens. Lens poursuit son opération de dégraissage, justement. Hop, on a... Tac, donc... Agbonifo, l'ailier international Espoir Ciodac qui a été prêté au FC Bâle, option d'achat de 4,5 millions d'euros. Ok. On a Angelo Fulgini, l'un des salaires importants de l'effectif, écarté du groupe pro depuis le début de l'été, après avoir refusé les offres de Turquie, et pourrait rejoindre le club saoudien d'Al Tanoun sous la forme d'un prêt avec option d'achat, arrivé à Lens pour 7 millions d'euros. Fulgini a disputé 82 matchs, mais Pierre Sage ne compte pas sur lui. Donc ouais, Lens a déjà laissé partir Medina, 22 millions d'euros, El Enaoui, 25 millions d'euros, Andy Diouf, 25 millions d'euros. Et plusieurs joueurs qui sont partis, qui n'étaient pas dans les plans. Cortés, Abdul Samed, Koyalipou, Sidiban, Zarouri, Hervé Kofi. Ouais, c'est vrai que Lens, ils ont bien recruté, mais ils ont fait partir un paquet de monde. Hein. Franchement, c'est clair. Fulgini, je le prends au Paris FC. En vrai, il y a le côté expérience Ligue 1, mais il y a un côté d'un mec que j'ai trouvé un peu cramé la saison passée. Donc attention, je mets un petit astérix là-dessus. Si j'étais Paris FC, j'irais peut-être sur d'autres pistes. Mais ce qui est sûr, c'est que pour un club de Ligue 1 promu,
qui cherche un joueur expérimenté plus, c'est un bon coup, mais il y a un salaire et un mec qui a vraiment chuté sportivement, je trouve l'an passé. Donc on verra ça. Après son départ, Matic rejoint Sassuolo. Après avoir fait une pige d'1 an avec l'AS Rome avant de rejoindre Rennes, Matic va connaître son deuxième club en Italie. Il quitte l'OL après 1 an et demi et 58 matchs disputés toutes compétitions confondues. Le Serbe de 37 ans a signé pour 1 an avec les Neroverdi. C'est vrai que Matic, Berardi, Loriente, Loriente qui a été désiré par pas mal de clubs, Pinamonti, Ismaël Koné aussi. Ils se font une petite équipe sympa. Après, les suiveurs de Serie A savent que Sassuolo, c'est une équipe un peu relou à jouer. Quand ils étaient descendus, je vais pas dire à surprise générale, mais qu'ils avaient quand même une belle équipe et ils sont quand même descendus. Donc, ouais, petite curiosité de voir ce Sassuolo. De toute façon, les promus italiens cette saison, j'ai pas envie de faire le hipster ultime, mais attention, parce que Pise a fait un très beau mercato avec un coach que vous connaissez bien, Pippo Inzaghi. D'ailleurs, le coach de Sassuolo, c'est Fabio Grosso, donc pareil, vous le connaissez bien. Et puis, il y a la Cremonese qu'on a évoqué un peu plus tôt, qui pourrait faire Mania Vardy, qui surtout a battu le Milan à San Siro lors de la première journée. Donc j'ai l'impression que les 3 premiers en Italie pourraient pourquoi pas rester. Après, évidemment, la saison elle est longue, mais ouais, on va voir un petit peu ce que ça donne. L'OM finalise l'arrivée d'Emerson en quête d'un latéral gauche. Marseille a jeté son dévolu sur Emerson, alors que la piste menant à un prêt de Tsimikas a été étudiée. C'est finalement Emerson, qu'on a déjà connu à l'OL en Ligue 1 lors de la saison 2021-2022. Alors, il devrait résilier son bail avec West Ham pour arriver libre en Provence, où les négociations portent sur un contrat de 2 ans. Après, moi, entre Tsimikas et Emerson, je préférais Tsimikas, mais peut-être que c'était trop dur à faire Tsimikas. Ouais, ça, je pense qu'on est tous d'accord. En fait, Emerson, ce que j'en pense, en doublure, ok, mais c'est quand même un 5 sur 10 par excellence. Après, il a fait une très très belle carrière en vrai. Roma, Chelsea, tu vois, enfin, il a fait des bons clubs. West Ham, l'OL, franchement, heureusement que c'est gratos. En doublure de Medina. Ouais, je pense que c'est Medina qui occupera ce poste de latéral, un peu hybride, on peut imaginer. Ouais, on va voir ça. Je pense qu'ils privilégient pas le latéral gauche pour tout péter au milieu. Ouais, je pense que l'OM, ils se disent que si on a une enveloppe mercato pour cette dernière semaine, t'as raison, je pense autant essayer de tout mettre sur Ceballos, Florentino Luis ou peut-être un renfort offensif. Après, Garcia est pas, tu vois, est pas ridicule à l'OM. En vrai, tu vois, je préfère Ulysse Garcia que j'ai vu sur les dernières semaines de la saison 2024-2025 que Emerson. Mais bon, à voir. Si c'est un mec qui vient que pour être doublure, de toute façon, t'as un salaire à donner. Voilà, enfin, mais moi, ça m'emballe pas. En vrai, j'aurais préféré faire un effort supplémentaire pour Tsimikas. Emerson, il a gagné les 4 Coupes d'Europe en plus de l'Euro. C'est vrai qu'en vrai, il a la carrière un petit peu comme Odriozola. Je sais pas si vous vous souvenez de ce joueur qui a fait le Bayern, qui a fait le Real. Odriozola, il a un rapport temps de jeu trophée qui est un peu écœurant. Le mec, il était dans l'équipe du Bayern de Flick qui a fait le sextuplé. Il était dans l'équipe du Real qui a gagné 1 ou 2 Ligues des Champions au passage. Alors que lui, bon, c'est comme Mariano Diaz à l'époque, hein, il jouait 2-3 matchs par-ci par-là. Mais il est un petit peu dans les bons coups. Et c'est le genre de joueur, tu vas voir le palmarès. Et tu vas voir le palmarès à côté d'un Francesco Totti, que j'adore. Bon, après Totti, tu vois, il a quand même pris une Coupe du Monde. Mais en club, tu dis, franchement, voilà, il n'y a pas d'équivalent. Mais Odriozola, c'est le braquage ultime, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a une belle expérience Emerson. Bon, après, en Ligue 1, ça fera le taf. Ce sera du 5, voire 6 sur 10. Mais en Ligue des Champions, j'ai des doutes. Bon, on verra, hein. Peut-être qu'il y a une idée derrière la tête de la part de Benassia, Longoria et De Zerbi. Mais sur le papier, c'est pas l'idée qui m'emballe le plus. Alors qu'il y a Bugs qui nous dit Kanté à Monaco pour remplacer Magassa. Je vais faire Martinique-Nice. Si ça se veut vraiment. Bah écoute, tant mieux pour toi. Mais c'est vrai que N'Golo Kanté, on pourrait avoir un autre retour de champion du monde. On a déjà Thauvin, Pogba, Giroud, en plus de Sidibé, de Kipembe, de Hernandez qui sont là. Donc on pourrait en avoir un autre. Ouais. Franchement, ça peut être une belle nouvelle pour la Ligue 1. Kanté, Pogba. Après Pogba,
faut voir vraiment l'état physique. Kanté, je pense qu'il aura le niveau sans trop de soucis pour la Ligue 1. La LDC, c'est pareil, hein, franchement, faut voir, parce que c'est quand même une intensité un petit peu différente. Magassa, c'est pas un central. Magassa, pour moi, il était vraiment utilisé beaucoup par Adi Hutter au milieu de terrain. Il peut aussi jouer en défense centrale, mais c'était le troisième dans la hiérarchie derrière Zakaria et Camara. Après, il y a Amousrati qui est arrivé l'hiver dernier, il n'est pas resté. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, Monaco doit prendre un milieu de terrain supplémentaire pour faire souffler Zakaria et Camara. Et Kanté, écoute, pourquoi pas. En plus, encore une fois, tu auras une histoire de champion du monde assez sympathique. On a pas mal parlé de l'OM, les amis. Je pense que c'est l'heure d'aller sur nos petits dossiers et voir un petit peu l'évolution de ce mercato olympien. OM, ça se complique pour Dani Ceballos. Hier soir, l'Olympique de Marseille semblait se rapprocher de la possibilité d'acquérir le milieu de terrain espagnol. Le joueur a été séduit par le projet phocéen et avait même un accord verbal avec les vice-champions de France. L'OM et le Real négocient même un prêt incluant une option d'achat pour en devenir obligatoire. Cet après-midi, le vent a tourné. Le journaliste Matteo Moretto annonce que les deux équipes sont très loin d'un accord. La Casablanca demande environ 15 millions d'euros alors que l'OM estime cette somme trop élevée, de quoi pousser les Phocéens à explorer de nouvelles pistes. Justement, on a vu qu'il y avait un intérêt pour Florentino Luis. Alors, les deux dossiers ne sont pas forcément liés, en mode on peut faire les deux si c'est possible. Après, c'est quand même un montant conséquent. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Ces derniers jours, le club a rapidement accéléré pour enrôler Ceballos. Nous informions que le joueur souhaitait rejoindre l'équipe entraînée par Roberto Zerbi. Il ne restait qu'à trouver un terrain d'entente entre Phocéens et Madrilène, qui sont partis sur un prêt assorti d'une option d'achat. Mais d'après la presse locale, le montant demandé par le Real bloque l'opération. Un montant de 12 à 15 millions d'euros, notamment afin de pouvoir réinvestir cette somme dans un potentiel remplaçant. Une somme qui avait déjà freiné le Real Betis, et en raison des demandes élevées de la Casablanca, l'Olympique de Marseille s'est tourné vers d'autres cibles, à d'ailleurs approcher Benfica pour s'offrir Florentino Luis, qu'on a déjà connu, c'est vrai, en Ligue 1 avec Monaco. Bon, passage effet amer, 11 matchs. La direction de l'OM aurait demandé un prêt avec option d'achat. Reste à savoir quelle sera la position de Benfica et du joueur, alors que Dani Ceballos était déjà mis d'accord. Bon, on est d'accord que c'est pas du tout les mêmes profils de milieu de terrain. Alors, la Minute OM qui a drop ça à 17h. Dossier Ceballos OM. L'OM veut le joueur, mais à ces conditions, car le Real demande une somme jugée excessive. Car le Real demande une somme trop importante. Le joueur pousse pour venir, comme nous vous l'avions annoncé, et est prêt à faire de gros efforts financiers. L'OM est en négociation avec Benfica, comme l'a annoncé Fabrizio Romano pour Florentino Luis. Les deux dossiers sont bien indépendants sans pour autant avoir la certitude de signer les deux. Alors moi je vous pose une petite question. Si vous deviez signer qu'un seul des deux, qui doit signer l'OM en priorité? Parce qu'en fait ces deux profils, il y en a un qui pour moi me paraît évident parce que je trouve que c'est vraiment un joueur dont a besoin cette équipe marseillaise. C'est le fameux milieu un petit peu créatif, pas forcément en 10, mais peut-être un peu plus reculé. Donc moi, je suis persuadé. Après, c'est vrai que même si Højbjerg et Angel Gomez, ils font du bon boulot, avoir un petit 6 chien de la casse, je trouve que c'est quand même aussi un rôle qu'il n'y a pas forcément. Mais si j'étais vraiment dans une perspective d'avoir un milieu de terrain qui doit venir, c'est Dani Ceballos. Ça, je pense qu'on est tous là-dessus. Alors qu'on m'annonce que Malik Fofana reste... Alors attends, on va aller taper ça directement dans les infos. La bombe de Sacha Talovieri. Le Belge n'a pas trouvé le club qui correspond vraiment à ses ambitions cet été et préfère attendre les prochaines fenêtres de transfert avant de trouver le meilleur projet. Alors là, là, je pense que certains Lyonnais peuvent sabrer le champagne. Alors, ça peut dire aussi que cet hiver, il peut s'en aller, mais concrètement, pour l'OL, c'est une nouvelle de taré. Parce que même s'il part cet hiver, s'il reste là pour les 4-5 mois de Ligue 1, il va énormément t'apporter et il peut te faire des différences et aider au moins l'OL à se rapprocher de ce fameux top 3, top 4. Donc franchement, si ça va au bout, cette nouvelle balancée par Sacha, c'est assez dingue. Donc, franchement... il s'est rendu compte que l'OM pouvait être compétitif cette année. Non, mais ce qui est sûr, c'est que je pense peut-être qu'il a vu que l'équipe tournait plutôt bien en début de championnat, qui avait fait 6 sur 6. Il y a un Olympico qui approche dimanche.
Et comme tu le dis, Iceman, c'est déjà hyper important, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y aurait clairement un Noël avec et sans Fofana. Je peux comprendre, certains disent on attend la news d'Hugo Guimé parce que vraiment, c'est le mec 100% fiable sur l'OL. Lui, c'est vraiment la vérité absolue. Après, bon, Sacha, c'est quand même un journaliste qu'on connaît bien, qui est déjà passé sur la chaîne. Quelqu'un de fiable, bien informé, qui connaît bien les clubs. Les clubs et les joueurs belges. Donc voilà, on va lui donner un petit peu de crédit, quoi. Donc ça peut être assez dingue. Après, on sait que il y avait besoin aussi de récupérer une somme supplémentaire par rapport à DNCG, tout ça. Donc à voir. Pas sur Sainté apparemment. Ah non, mais moi j'ai pas dit que il avait eu juste à tous les coups. Après, tous les journalistes mercato, ils ont eu un moment ou un autre parce qu'il y a des retournements dans les dossiers, des erreurs. Enfin, Di Marzio qui annonce un départ de Benzema au Real qui ne s'est jamais produit. Fabrizio Romano qui annonce un Erwigo pour Morgan Gibbs-White à Tottenham. Et après, il se fait retourner là-dessus. Donc, à voir. Mais je peux comprendre certains qui attendent l'info voilà, confirmée par Hugo Guimé. Mais ce qui est sûr, c'est que à l'échelle de Lyon et de la Ligue 1, et peut-être d'une équipe compétitive en Europa League, c'est une très très bonne nouvelle. Quand tu vois Fofana sur le terrain, moi, en vrai, j'étais vraiment pas contre l'idée de le voir rester, parce que déjà, je trouve que ça fait plaisir pour l'OL et pour notre championnat, mais en plus que, c'est vrai qu'il a eu 2-3 petits pépins physiques, et j'aimerais beaucoup qu'il fasse, tu vois, une saison pleine, complète, tu vois, les fameux 40-45 matchs titulaires, où il peut enchaîner sur tous les tableaux, et qu'il fasse péter les compteurs, quoi, parce qu'il a tellement de qualité, franchement, ce joueur, il peut te faire des différences à tout instant. Et même si à l'OL, on répète, t'as des éléments comme Tolisso, Mikotadze qui sont supérieurs à ce qui peut se faire à la moyenne en Ligue 1. Un Fofana, c'est pour moi vraiment le facteur risque, le facteur X et pas le facteur risque, parce que sinon ça veut rien dire, qui peut te faire basculer une saison dans le bon sens. Donc franchement, c'est top, quoi. Warfus qui dit, je pense pour Liverpool, si on n'avait pas l'éclosion de Ngumoa, je pense qu'on aurait tenté pour une rotation avec Gakpo. Maintenant, ça n'a plus trop de sens pour nous, c'est bien pour Lyon qui reste. Exactement. Je pense que si Ngumoa n'avait pas pété à 100%, je pense qu'il aurait peut-être tenté le coup pour Fofana. Ça parlait du Bayern, ça parlait d'Arsenal, mais Arsenal, tu vois qu'ils ont pris beaucoup. Il y a beaucoup déjà de monde dans la profondeur de banc côté offensif. Le Bayern, faut voir un petit peu, mais t'as plutôt un rôle de doublure vu que Luis Diaz est arrivé et que ça va être titulaire à 100%. Donc peut-être Fofana, il s'est dit, bon, il y avait une approche d'Everton, mais je voulais peut-être jouer la LDC. Donc finalement, quand tu fais le tour des horizons, encore une fois, on répète, Fofana, c'est en 2005. Il a que 20 ans. C'est hyper jeune à l'échelle du football. S'il reste une année de plus et qu'il part à 21 ans, ces clubs-là, ils auront... S'il n'y a pas de grosses blessures, évidemment, on ne le souhaite pas, mais d'un point de vue sportif, il va continuer à progresser, à engranger et faire de gros dégâts. Franchement, je suis convaincu que... Et surtout, ouais, c'est vrai que peut-être s'il fait une grosse saison, là, ça parlait de 35-40 millions d'euros, tu aurais peut-être une somme, ouais, tu peux peut-être en tirer 60-65 dans un an. C'est aussi, faut réfléchir comme ça. Donc on va voir si l'OL va pouvoir tenir financièrement, s'il y aura d'autres ventes qui vont se faire. Juste, on va revenir évidemment, bon après c'est la bombe du mercato qui tombe, vous savez, on réagit en direct. Qui doit signer l'OM en priorité? 83% Dani Ceballos. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, même si c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes profils de joueurs. En tout cas, on sent que l'OM bouge sur pas mal de dossiers. On a évidemment Ceballos, Florentino Luis, on a vu Emerson, Ordonez, Ahmed Junior Traoré, Zegrova. T'as la concurrence de la Juve et quelqu'un disait dans le chat qu'on avait le passeport albanais qui a été validé pour Zegrova et du coup ça compte plus comme un joueur étranger pour la Juve. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle afin de récupérer le joueur et pas faire trop d'extra communautaire. Donc on va voir. Si Rabiot part, on signe Florentino Luis. Si Rabiot reste, on signe Ceballos. Peut-être. Ils doivent vendre avant la Coupe du Monde. Je pense que tu parles de l'OL. On verra. De toute façon, il reste encore une semaine de mercato. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui bougent, quoi. Zegrova arrive à l'OM. Ah ouais, attendez, Zegrova, on va voir un petit peu le dossier. De toute façon, Zegrova, on dit tout et son contraire. Il était sur... Zegrova pousse pour rejoindre. Énorme avancée. C'est ça en fait, le passeport albanais ça avance aussi en faveur de l'OM, quoi.
L'international kosovar a annoncé lui-même posséder désormais ce passeport albanais lui permettant d'être enregistré sans contrat dans le championnat du Big Five. C'était notamment un des points de blocage l'empêchant de débarquer à Marseille. La direction marseillaise ne peut plus accorder la moindre place pour un joueur extra-communautaire. Ainsi, Zegrova pourrait rapidement débarquer sur la Canebière. Les discussions avec le LOSC porteraient sur un prêt avec option d'achat d'environ 15 millions d'euros. Mehdi Benassia risque de relancer ce dossier avec intérêt durant cette dernière semaine de mercato. Sur les derniers jours, ça parle d'Ahmed Traoré, Dani Ceballos, Emerson, Florentino Luis, Joël Ordonez. Quid de Rabiot? Enfin, les ventes risquent aussi de s'accélérer. Mopé, Moumania, Nirola, Harit, Bamoumeite et Derek Cornelius. C'est vrai qu'il y a encore du monde à faire partir. C'est waouh. Le passeport albanais, ça libère de la place pour Ordonez en fait. Ok, bah écoute, on verra comment ça se débloque pour l'OM. J'avais vraiment l'impression que Zegrova, la tendance était plutôt à la Juve. Mais finalement, on peut voir que l'OM pourrait rafler la mise. Et franchement, après, Zegrova, t'as toujours le petit doute de te dire dans quel état physique tu peux le récupérer. Parce que c'est un joueur qui n'a pas joué depuis 6 mois, qui sort d'une pubalgie, il a besoin de se relancer. Mais quand tu sais que le niveau que Zegrova a pu avoir sur certains matchs, notamment, j'ai souvenir contre la Juve avec le LOSC, ouais, c'est sûr que c'est un remplaçant de luxe et qui te fait beaucoup de bien. Et puis un profil de vrai pur dribbleur que n'a pas forcément cette équipe. Il n'a pas fait de prépa, non, mais il s'est entraîné à Luchin, enfin il a fait une préparation personnalisée quoi. Et du coup oui, parmi les départs, c'est vrai qu'on n'a pas Unai. Unai, ça parlait de lui à Gérone, donc à voir si ça se fait encore. C'est vrai que tu as une équipe type à vendre. Ruben Blanco, Lirola, Meite, Cornelius, Muguet, Rabiot, Unai, Harit, Mobé, Boumania. C'est vrai que tu as du monde, hein. 10 joueurs à faire partir. Il y a un monde où tu as vraiment des joueurs qui restent dans le loft pour un moment quoi. Ah, le petit Lillois dit son contraire pour Zegrova. Ah bah écoute, on sait que nos amis du petit Lillois qu'on a déjà reçus ici sur la chaîne sont bien informés. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit pour Zegrova peut-être. Fini le statut d'extra-communautaire. Ok, bon pour l'instant... Fier d'être albanais, s'est-il exclamé, des propos qui s'additionnent au cliché du document officiel signé de la main de Bajram Begaj, 8e président de l'Albanie post-communiste, et transmis via WhatsApp par Edi Rama, premier ministre et grand fan de la Juve. Tiens, des petits liens qui existent. Bah, à voir, hein. À voir si ça se fait pour ce cas-là, avec Zegrova. Donc, ouais, ce qui est sûr, c'est que il y a un monde où ça va faire partir, quoi. Ah, tu penses que réintégrer Rabiot, c'est une bonne idée ou il faut que l'OM reste ferme sur sa décision de vendre? Bah, ça a été un gros débat qu'on a eu hier dans Hors-jeu. Je pense qu'ici, la majorité du chat était pour le vendre. Que même si peut-être t'es allé trop loin dans ta décision de l'écarter, de le placer sur les transferts, bah, quitte à avoir été excessif, autant rester sur ta ligne et ne pas revenir en arrière. Même si bon, l'histoire d'institution, tout ça, vous le savez, on place le mot institution très très haut, en mode ça va être le garant de toute la vérité dans le foot, et il y a beaucoup de clubs qui sont passés par des moments difficiles, et des fois, ils ont dû faire des concessions pour certains joueurs. Là, pour le coup, avec Rabiot, il y a des propos qui ont été dits, notamment par Véronique, par la mère et agent du joueur, qui sont trop loin. Enfin, très clairement, je ne comprendrai pas pourquoi tu l'aurais intégré après avoir déclaré tout ça, et surtout ce qu'elle a pu mettre un petit peu le feu aux poudres, hein. Très clairement, là, quand tu dis, voilà, on avait connu le pire à Marseille, voilà, elle a dit en gros, Longoria, vous pensez que c'est un mec qui est calme quand il crie corruption, enfin vraiment, c'était chaud quoi. Par contre, Rabiot met vraiment du temps à prendre la parole, je trouve ça assez dingue. Bah, est-ce qu'il est pas dans l'attente en mode, soit je trouve une porte de sortie, type Milan, Galatasaray, Arabie Saoudite, soit je vois que finalement ça se tasse et que De Zerbi lui a tendu la main. Ça déjà, d'un point de vue sportif, il y a quand même une porte qui s'ouvre. Après, il faudra voir le côté institutionnel et comment on peut arranger tout ça. Et peut-être qu'il y aura une conférence de presse avec Benassia, Longoria, que tout le monde s'excusera, on se prendra dans les bras, tout ça. Peut-être qu'il y aura des excuses envers les supporters, je ne sais pas. Mais il faudra qu'il y ait une communication claire pour un petit peu apaiser. Après, vous le savez comme moi, le foot, je vais pas parler de culture de l'instant, mais ça va très très vite.
il s'est passé ce qui s'est passé à Rennes. La bagarre, tout ça, l'exclusion. Jonathan Rowe est parti, ok. Rabiot est encore là. Si Rabiot est réintégré et qu'il y a 2-3 victoires, que l'OM ça se passe bien, tu vois, qu'il gagne à Lyon, que voilà, ils reprennent un petit peu des couleurs, que le premier match en LDC se passe bien, je vais pas dire que l'affaire Rabiot sera oubliée, mais les gens peuvent passer très très vite à autre chose. En vrai, il y a, enfin, le football a l'avantage d'avoir la mémoire assez courte et le but, la victoire, un bon match, ça peut faire pardonner beaucoup de choses. Il y en a qui resteront rancuniers, il y en a qui mettront ça encore sur le devant de la scène, mais ouais, c'est ça, les supporters de foot, tout le monde, hein, on peut ne pas mettre, mais la majorité quand même, on sait comment ça marche, surtout que bah, il y a beaucoup de supporters aussi qui ne sont pas aussi bien informés, enfin, qui n'ont pas aussi cette volonté d'être autant informés que nous. Ils voient pas peut-être toutes les déclarations, ils voient pas tout ce qui se passe. Eux, ils ont juste su qu'il y a eu une bagarre, Rabiot, que Rabiot était passé sur les des transferts, que sa mère, voilà, qui a fait des propos assez osés, et que voilà, si ça se réintègre, ils se diront bon, bah ça arrive, tu vois, des excuses et puis basta. Donc ils peuvent pardonner, ils peuvent passer à autre chose. Et encore une fois, si Rabiot il fait 2-3 bons matchs pour son retour, alors là il y a aucun aucun doute là-dessus. Moi j'en suis sincèrement convaincu, quoi. Donc voilà, bah ouais, Marseille qui va encore énormément bouger, à voir pour les derniers dossiers. On savait que c'était une semaine qui devait être assez intense. De toute façon, moi, les priorités que je voyais pour l'OM sur cette fin de mercato, c'était le défenseur central avec Ordonez. Tu as évidemment le milieu de terrain créatif avec Benasser qui était dans un état de fatigue, enfin pas l'état de fatigue, mais tu as toujours des doutes, donc finalement se tourner vers Ceballos ça me paraît être une bonne option. Tu as le latéral gauche, même si c'est pas un numéro 1, bah, tu vas quand même le faire avec Emerson, et tu as un offensif supplémentaire, tu pourras en faire 2 avec Zegrova et Ahmed Junior Traoré, donc j'ai l'impression que tous les dossiers vont aller au bout pour l'OM, à voir dans le sens des départs, mais bah, après c'est ce que je disais, enfin, il y a eu cette défaite à Rennes, il y a eu la bagarre, il y a eu ces montées dans les tours, ça a été une situation explosive. Mais franchement, aucune inquiétude sur le fait que l'OM sera compétitif toute la saison. En Ligue des Champions, j'espère qu'ils iront au moins dans les 24 et même mieux en 8ème. Mais en Ligue 1, c'est top 3 tous les jours. Enfin, tu rajoutes à ça Medina, tu rajoutes à ça Pachao. T'as des joueurs qui vont arriver, là, les recrues, tout ça. Il y a pas, pour moi, j'ai aucun monde où je suis inquiet pour l'OM. Franchement, je vous le dis, ça fera top 3 sans trop de soucis. Il y aura encore des défaites, il y aura encore des matchs où ça va être compliqué, mais pour le reste, non, il n'y a pas de souci. Et quelqu'un me demande, c'est vrai, pourquoi tu as autant d'onglets ouverts? C'est juste que j'ouvre beaucoup de choses justement pour parler durant le chat, et aussi parce que je prépare évidemment les petits focus pour vous. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que je me réserve le droit d'aller fouiller des infos, et justement, on va enchaîner. On a parlé du LOSC avec Zegrova, peut-être que récupérer, même si c'est un prêt, peut-être que libérer une place avec Zegrova, ça pourrait permettre au LOSC d'aller sur Igaman, ce fameux attaquant supplémentaire. Alors encore une fois, avec Giroud, sur les 2 premiers matchs, ça a fait le job, mais Giroud, 38 ans, ne pourra pas faire tout enchaîner entre Ligue 1, Europa League, Coupe de France. Le LOSC a décidé de relancer la piste Hamza Igaman. Des discussions ont repris ces dernières heures entre la formation nordiste et Glasgow Rangers. Le LOSC sait qu'il doit recruter devant pour les nombreuses échéances. D'ailleurs, Genesio ne cesse de réclamer des recrues à son président Olivier Létang. Je ne parlerai pas de mercato, j'échangerai avec mon président, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a encore besoin de joueurs. La quête d'un numéro 9 est donc essentielle pour le LOSC, et ce, même si Olivier Létang avait indiqué le contraire vendredi en conférence de presse. Et depuis le mois de juin, c'est Igaman qui fait office de priorité pour Lille. À l'époque, les discussions s'étaient intensifiées et même débouché sur une forte probabilité de voir cet attaquant marocain puissant techniquement, assez propre et plutôt à droite devant le but, porter les couleurs des Dogs. Mais depuis plus rien ou presque, mais à une semaine de la fin du mercato, Lille a décidé de relancer le dossier. Selon nos informations, le dialogue a été renoué avec les Glasgow Rangers ces dernières heures. Si aucune offre n'a encore été formulée, celle-ci pourrait rapidement intervenir pour le plus grand bonheur du joueur qui souhaite évoluer en Ligue 1. Auteur de 16 buts et 3 passes D en 46 matchs avec la formation écossaise, Igaman a évolué à 3 reprises avec les Rangers. Ce week-end, une polémique a eu lieu suite à des propos de Russell Martin, le coach du club écossais, qui indiquait que le joueur avait refusé d'entrer en jeu. Certaines sources parlent d'une blessure diplomatique. Il s'agissait surtout d'une blessure aux adducteurs, l'empêchant de se donner en pleine mesure. Tiens, les fameuses blessures diplomatiques. Non, mais en vrai, ça devait se faire, mais franchement je suis content pour Lille parce qu'il y a vraiment besoin d'un attaquant supplémentaire, il y a aussi peut-être besoin d'un défenseur en plus pour cette profondeur de banc. Mais Igaman, moi pour l'avoir un petit peu observé avec les Rangers, c'est pas
comme Jonathan David et Victor Osimhen et d'autres attaquants qui sont passés par le LOSC au niveau des profils, mais ça a la même caractéristique d'un attaquant jeune qui peut très très vite péter. Et si tu le prends à 15 millions d'euros là sur ce mercato, il y a à 95%, dans 2-3 ans, le LOSC le revend le double, voire le triple. Franchement, pour moi, je suis convaincu que c'est un joueur qui peut faire beaucoup de bien. Il y a encore des gestes à peaufiner, mais moi, ce que j'avais apprécié avec Igaman, c'était beaucoup sa participation au jeu et le fait qu'au niveau de la qualité de passe et tout, c'était un joueur qui était assez soyeux, qui tentait des extérieurs de temps en temps, qui était assez disponible sur le terrain. Alors, je vous dis pas que c'est Luis Suarez qui est un attaquant hyper propre, mais franchement, on va voir. Le petit Lillois. Un besoin offensif répété, le LOSC reste fixé sur ses premières priorités comme Hamza Igaman. Quelques jours plus tôt, Olivier Létang tenait un discours ambigu quelle pourrait être une opportunité par la formation lilloise. C'est en réalité assez simple, sa direction a son information conservait une poignée de 2-3 noms avec lesquels il n'a jamais rompu le lien. Ces profils ont été choisis avec soin et aucune autre piste ne sera étudiée. Des propositions émanant d'agents ont déjà été déclinées. Le LOSC est pour le moment en attente concernant ses souhaits, désireux de renverser le rapport de force et de réaliser le bon coup au bon prix. Hamza Igaman, piste activée dès le mois de juin, fait partie de cette liste de noms. International marocain a d'ailleurs fait pareil lui avec cette fameuse blessure diplomatique. Les Rangers FC avaient au cours de l'été fixé ses exigences à 20 millions d'euros, un montant supérieur selon informations et une promesse qui avait été réalisée à l'attaquant marocain à montant sortie plus proche des 15 millions d'euros. Ce dernier n'a jamais caché son attirance pour projet lillois. Il ne reste plus qu'une semaine au LOSC pour dégainer. Patience. Bon, je pense que quand même ça va se faire pour Igaman. Ouais, je pense que ça va être le cas. Après, si l'État veut un neuf, on peut lui donner Mopé, il nous donne Zegrova. Ah, toi, t'es un coquin. Après, Mopé, en vrai, il peut rendre des services avec le club de Ligue 1. À Marseille, bon, il est sur la touche. Mais tu vois, Mopé, pour une équipe qui joue l'Europa League, je vais dire une dinguerie, hein. Mais s'il n'y avait pas eu Giroud en doublure à Lille, ça faisait le taf. À Nice, ça faisait le taf par rapport à Ken Carlos. Et peut-être, je vais dire une dinguerie absolue, mais même s'il y a le petit... comment il s'appelle ? Pas Angel Gomez, mais Rodriguez, l'attaquant anglais à Lyon, en doublure de Miko Tadze, Mopé à Lyon, tu vois, c'est pas une dinguerie. Après, le problème, c'est juste le souci de Mopé, c'est son gros salaire. C'est très gourmand. Après, bon, Mopé, il a fait Brentford, il a fait beaucoup de temps en Angleterre, donc tu vois, il va pas s'asseoir là-dessus. Mais Neil Mopé, c'est 250 000 euros par mois. Dans une Ligue 1 sans droit télé, bon, autant dire qu'il y en a très peu qui peuvent le faire, quoi. À Nice, non merci. Ah bon? Tu veux pas reprendre Neil Mopé après tout ce qui s'est passé comme déclaration, comme chambrage? Je suis étonné. Mais après, je parlais vraiment d'un point de vue sportif, d'un point de vue symbolique et de l'image, ça en fait beaucoup, quoi. T'as l'impression d'être comme Sebi Dadi, quoi, de dire ouais, c'est un charreau, c'est peut-être un mec qui trompe ses meufs, mais c'est quand même un mec bien dans le fond, tu vois, Neil Mopé. Mais très clairement, il aurait pu rendre des services. Quelqu'un parlait du Paris FC. Le Paris FC qui a déjà... Crasso qui a déjà Hamel qui a pris Jebels. Là pour le coup ça ferait peut-être un peu trop pour une équipe juste en Ligue 1 quoi. Le max de salaire. Ah ouais, max, je pense qu'il a pas envie. Lens, franchement, quand tu veux faire Sidayoko, pour moi tu peux pas faire en termes de profil Mopé. Je pense que c'est pas le type de neuf que tu cherches sur le marché. À Neom, c'est vrai que Neom, là où il y a toute la colonie, un petit duo. Tu sais que Kaiser qui parle du Genoa dans le chat, tu sais qu'il y a vraiment eu un lien entre Mopé et le Genoa. Il y a un dossier qui font qu'on soulève les amis. C'est la multipropriété qui est en train de se faire entre l'OM et le Genoa sans que personne n'intervienne dans l'UEFA. Hop. Ah, tu vois, Rennes, Lille et des clubs anglais ont également, tu vois, ils sont intéressés à ça. Le Genoa est entré dans la danse pour Neil Mopé, en plus de Gouiri et d'Aubameyang, c'est sûr, sur le front d'attaque, il n'y a pas trop de place pour lui. Transfert à 5 millions d'euros, demandé par l'OM, c'est pas une somme folle, mais tu as le salaire derrière qui est assez conséquent, quoi. Le Genoa, c'est plus que des Brothers. C'est Strootman, c'est Vitinha. Ça, tu vois, pour exfiltrer Vitinha, faut le faire. C'est Malinowski. C'est quand même un club, c'est plus que rendre des services. Là, c'est... Waouh. Vraiment, c'est un très très bon copain. Ça, c'est clair et net, quoi. On le donne à Bordeaux avec un paquet de chips.
Bah, tu sais que même avec un plan sur 25 ans, on peut pas le payer ni le Mopé, hein. Là, et même en rajoutant le Mopé, je suis pas sûr qu'on puisse battre Granville, Châteaubriand ou la réserve de Lorient. Donc, ouais, on verra pour le LOSC avec Igaman, mais quelqu'un me disait, est-ce que tu penses que ça va se faire? Je sais pas si ça va se faire à 100% avec Igaman, parce que les Rangers, ils savent que le joueur a un potentiel, qu'il avait été annoncé aussi à Everton, et dès que tu parles d'intérêt en première ligue, la cote, forcément, elle grimpe. Mais le LOSC, pour moi, fera un 9. Je sais pas si ce sera Igaman, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce que c'est une piste qui est sortie dans la presse, mais pour avoir observé le joueur, je trouve qu'il est totalement compatible avec ce LOSC-là, et qui pourrait beaucoup t'apporter. Donc franchement, j'ai envie de voir ça arriver jusqu'au bout. Et puis bah ça rejoindrait un bon début de saison pour le LOSC. Tu te dis aussi que si tu prends un défenseur en plus, ouais, ce LOSC-là, j'avais aucun doute sur le fait qu'il soit compétitif. Strasbourg le pistait aussi en début de mercato. Ah, c'est vrai qu'ils sont plutôt tournés vers Panicelli, mais Igaman, c'est très intéressant pour l'avenir. Ça, c'est clair. En sachant qu'Igaman fera peut-être la canne avec le Maroc, donc on aura du Giroud à 100% en janvier. Donc préparez-vous. Le bon vieux Giroud qui va encore repartir au charbon en début d'année 2026. Les amis, je voulais qu'on fasse des petits focus club en parlant d'abord du Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen qui malheureusement a perdu son premier match contre Offenheim. C'est que la première journée, mais ce qui est sûr, c'est que ça peut un petit peu doucher certains espoirs, surtout à côté quand tu vois le Bayern gagner 6-0. On a quand même une équipe où on retrouve pas mal de noms qu'on connaissait déjà. Tapsoba, Incapié, Grimaldo, Henrich, S. Garcia, Arthur, Nathan Tella et Patrick Schick. C'est une équipe qui a perdu quand même beaucoup de cadres et de joueurs importants. Frimpong, Wirtz, Chaka. C'est quand même pas rien. Radecki qui a rejoint l'AS Monaco. Et surtout, le Bayer Leverkusen a beaucoup recruté en sachant qu'il y a encore des joueurs qui vont arriver. Pour l'instant, on est à un mercato à 141 millions d'euros. C'est quand même pas rien en Allemagne. En sachant évidemment que tu as vendu pour 229 millions d'euros. C'est quand même le jackpot. Bon, t'as plus de la moitié, c'est pour faire un Wirtz, 125 à Liverpool, Frimpong 40, Amin Adli à Bournemouth 21 millions d'euros. En vrai, c'est... Je vais pas dire que c'est pas bien vendu, mais quand tu connais les finances des clubs de PL, j'aurais peut-être rajouté un petit 10. J'aurais peut-être vu ça plutôt à 30 millions. T'as Odion Kosunu qui était déjà prêté à l'Atalanta, qui rejoint la Bergame, le club de Bergame pour 20 millions. Chaka Sunderland 15 millions. Et après, tu as d'autres joueurs, Jonathan Tah, Radecki, Puerta, et des joueurs qui partent en prêt, dont Abdoulaye Faye, qu'on découvre avec le FC Lorient. Et du coup, en échange, tu as pris Malik Tillman du PSV Eindhoven, 35 millions d'euros, l'international américain. Jarell Quansah, Liverpool, 35 millions d'euros. Loïc Badé, qui arrive pour renforcer la défense. Ça, je suis très très fan de ce mouvement pour le joueur et aussi pour le club, 25 millions d'euros. Et ensuite, pas mal d'espoir. Bon, tu as Flecken pour remplacer Radecki, 32 ans, le gardien néerlandais de Brentford, qui arrive pour 11 millions d'euros. Sinon, Ibrahim Maza, qui s'est révélé en deuxième division allemande avec le Hertha, qui arrive pour 12 millions d'euros. Tu as Ernest Poku, un jeune dribbleur néerlandais d'origine ghanéenne qui arrive à Alkmaar pour 10 millions d'euros. Tu as Christian Kofane, attaquant camerounais d'Albacete. Tu fais beaucoup de jeunes mouvements, hein. Tu as aussi Abdoulaye Faye, tu as Timo Merman, tu as Farid Alfarouprech des jeunes de City et Axel Tepp qu'on avait découvert avec le PSG U23. Et tu rajoutes à ça du Vasquez. Donc voilà, tu as encore une arrivée supplémentaire, mais tu vas avoir un autre gros départ, puisque tu as évidemment Incapié qui devrait rejoindre Arsenal. Alors c'est vrai que c'est tombé comme ça, une petite bombe. Accord entre Leverkusen et Arsenal, courtisé par Tottenham aussi. Pierre Incapié, 23 ans, un match de Bundes, a fait son choix. Le défenseur central du Bayer Leverkusen veut rejoindre les Gunners. Selon le journaliste Nicolo Chiara, l'international équatorien a trouvé un accord avec le leader de PL sur un contrat jusqu'en 2030. La formation entraînée par Mikel Arteta doit désormais s'entendre financièrement avec les Leverkusen, alors que Tottenham a proposé un prêt avec une option d'achat obligatoire fixée à 60 millions d'euros. Sa venue pour récompenser le très probable départ de Jakub Kiwior vers Porto. Certains vont dire que Arsenal prend encore un défenseur et que ça n'a pas trop de sens. Alors, t'as Kiwior qui part. T'as Mosquera qui du coup sera 4ème dans la hiérarchie, le défenseur espagnol qu'ils ont acheté à Valence. Kiwior va rejoindre Porto. Souvenez-vous qu'il y a 2 ans, Saliba, ou il y a 3 ans, lors de la saison du 22-23, quand Arsenal était pas loin de prendre le titre, Saliba se pète contre le Sporting en Europa League et qui perdent un petit peu un gros élément dans la course au titre. Tu as également Gabriel qui se blesse l'an passé et que ça a aussi coûté des points dans les moments fatigues, notamment en Ligue des Champions.
Je pense qu'Arsenal prend une capier pour s'offrir cette sécurité d'avoir un gros décès en backup pour ce type d'échéance et ne pas se retrouver sans Saliba ou Gabriel. En sachant qu'Incapié peut aussi de temps en temps jouer sur un côté, mais c'est un gros montant. Par contre, c'est vrai qu'avec ce mercato-là, Arsenal, ils envoient. Enfin, il y a intérêt à prendre un gros titre, hein, parce que là, les gens, ils vont les attendre au tournant. C'est logique. Et on est tous très contents de l'évolution d'Arteta. Faudra s'imposer devant Calafiori. J'ai l'impression que Calafiori, pour moi, il est latéral gauche. T'as Miles Lewis Kelly en doublure. À droite, t'as Timber, t'as Ben White en doublure. Et ensuite, tu as Saliba Gabriel. T'as Mosquera en numéro 3. Et il te manque un joueur en plus. Du coup, tu vas chercher une capier et qui passerait numéro 3 devant le jeune Mosquera, quoi. J'aurais tellement vu Chelsea aller chercher avec la blessure de Cowell. C'est vrai que ce que tu dis, c'est pas bête du tout, hein. Franchement, ça a du sens. Ça, on est bien d'accord. Le seul indéboulonnable, c'est Saliba. Franchement, moi, je trouve que Gabriel, c'est le vrai patron de la défense. Saliba, j'adore. Mais Gabriel, c'est vraiment un fou furieux. Enfin, vraiment, il est très fort, Gabriel. Et je dis pas ça que sur l'aspect défensif. Il y a évidemment la magie des coups de pied arrêtés. Mais je trouve que Gabriel, c'est le mec plus de cette défense. Et l'an dernier, quand il a été absent, dans les moments fatidiques, ça s'est ressenti. Saliba doit encore prendre un peu plus de leadership. Après, évidemment, c'est un top défenseur. Saliba, il reste 1 an de contrat. C'est vrai que ça pourrait contraindre peut-être à revoir certains plans. On va juste voir ça parce qu'à la base, on parlait de Leverkusen. Mais c'est vrai que par ricochet, il faut qu'on parle d'Incapié. Parce qu'évidemment, contrat jusqu'en 2027. Donc il lui reste encore 2 ans. Il lui reste encore 2 ans dans ce sens. Incapié, je l'aurais vu au Barça. En fait, c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres équipes qui avaient besoin d'un central titulaire dans les médias. Le Barça qui a perdu Inigo Martinez. Moi, vous le savez, je ne suis pas un grand fan d'Araujo. Chelsea qui a perdu Colwill sur blessure. C'est vrai que ça aurait pu se faire. Ouais. Après, Tottenham, ils auraient bien aimé le faire parce que derrière Romero, Van de Ven, ils ont envie d'avoir un central fiable pour faire toute la saison. On a vu que quand Tottenham n'avait pas l'un des deux, c'était difficile aussi. Donc, ouais. Pour moi, il manque ce joueur à plus de 50 millions à Leverkusen. Par contre, c'est vrai que si tu vends Incapié, tu fais un mercato à quasiment 289 millions d'euros. Après, j'imagine que peut-être sur ces 60, ils vont encore réinvestir sur un joueur. Ça a parlé au bout à un moment donné d'Akliouche. Alors peut-être, ce serait quand même assez fou de voir Akliouche débarquer là. Mais ouais, on va voir ça, quoi. Et quelqu'un disait, est-ce que Arsenal pourrait passer à une défense à 3 vu qu'Incapié débarquerait ? Non, moi j'ai l'impression que le 4-3-3 d'Arteta est très bien adapté. Et il n'y a pas ce sentiment de déstructurer l'équipe et de changer un schéma juste pour un joueur. Je pense que le 4-3-3 restera tel qu'il est à Arsenal, mais Kincapié t'apportera cette sécurité supplémentaire si l'un des deux, parce que Saliba, Gabriel, c'est international, ça enchaîne beaucoup de matchs. Voilà, donc voilà. Et il y a Timber sur le côté, c'est ça. Je pense qu'Kincapié le prend vraiment pour être un central en plus. Par contre, ça fait un équatorien de plus qui a, les Équatoriens, ils performent à très haut niveau, ils arrivent dans les meilleurs clubs de la planète, c'est de la folie, vraiment. À Leverkusen sur FM26, ça va être le bonheur. Tu sais ce que je vais te dire, Philo ? Prendre ce Leverkusen là, avec toutes ces pépites, avec tous ces beaux noms, et c'est trop facile. Moi, pour être stimulé, il me faut du challenge en National, National 2, en Ligue 1, en Série C, en Bundesliga 3. Ah, j'ai parlé d'Akliouche. Mais c'est vrai que c'est Ben Seguir en fait qui devrait débarquer. C'est pas bête. On sait que Ben Seguir, il est dans le viseur de Ten Hag et de Leverkusen. C'est vrai ça. C'est vrai que ça sent plutôt l'approche pour Ben Seguir, qui a été... on sent que la relation avec Adi Hutter n'a pas forcément été simple. C'est vrai que plutôt que faire une grosse offre pour Akliouche, qui pourrait avoir un montant qui dépasse les 50 millions d'euros, il pourrait foncer sur Ben Seguir. Et alors Ben Seguir en Bundesliga, je pense que ce gamin, ça va faire un dégât colossal, quoi. Merci Krakito pour ton message, j'irai voir. Ben Seguir, depuis un certain temps, oui, il a peut-être la tête ailleurs, il est passé numéro 3, numéro 4 dans la hiérarchie, donc c'est pas simple pour lui, mais c'est pour moi, le garder à Monaco là, je suis pas sûr qu'il ait la tête au projet, autant le vendre et récupérer une somme intéressante. Effectif par position,
du Bayer Leverkusen. Du coup, on a plusieurs gardiens avec Flecken, Niklas Baum, Yanis Beacic. Ensuite, on a en défense, bon, Hincapie qui va partir, Tapsoba, Badé qui arrive blessé, mais c'était pas trop grave, Kwanza, Bélocian, Axel Tape. Bon, t'as quand même 5 noms, ça m'étonnerait pas que y a encore peut-être un autre joueur à voir. Grimaldo à gauche, Arthur à droite, Lucas Vasquez qui arrive pour dépanner dans plusieurs registres. T'as Andrich, Palacios, Garcia, Tillman, Echeverry, Maza, Hoffman. T'as Jonas Hoffman, l'année du titre, il était très chaud. Ah, j'ai vu qu'il Leverkusen d'ailleurs allait faire un autre joueur, c'était Eski Fernandez, le fameux joueur qui est parti en Arabie Saoudite, qui est formé à Boca et qui était suivi par l'OM. Eric Ten Hag a perdu un nombre important de joueurs. La prochaine recrue de Leverkusen devrait être Eski Fernandez. Bah voilà, c'est Fabrizio qui l'annonce. Il va arriver un mouvement qui va arriver vite. 30 millions d'euros et 15% de bonus sur la plus-value. Al-Qadsia a payé 20 millions d'euros pour Eki un an plus tôt. Et voilà, il voudrait peut-être rejoindre le club européen. Un nouveau chapitre et forcément peut-être se rapprocher de la Coupe du Monde. Donc Eski Fernandez, tu vois, tu rajoutes à ça. C'est vrai que tu disais quelqu'un, il manquait peut-être ce joueur à 50 millions, peut-être il manquait ce joueur un peu plus. Ils en avaient beaucoup. L'année du titre, tu rajoutais Wirtz, tu rajoutais Xhaka, tu rajoutais Grimaldo, tu rajoutais Frimpong. Hincapie forcément, je vais même te dire un Boniface. Eski Fernandez, je me dis que ça pourrait être bien de le voir dans ces Leverkusen-là. Et devant, tu as Martin Terrier. On a annoncé potentiellement du côté de Rennes, mais ça ne se fera pas. Nathan Tella, Enes Poku, Boniface, malheureusement, qui a raté sa visite médicale au Milan. Patrick Schick, Christian Kofané et Alejo Sarko. Bon. C'est un premier match contre Hoffenheim qui a été perdu, mais on peut voir quand même un 11 qui est compétitif. Juste que voilà, ils ont perdu, il va falloir qu'ils se mettent en route. Moi, je suis pas plus inquiet que ça pour ce Leverkusen, qui a beaucoup recruté, qui change de cycle, mais je pense que ça fera top 4. Moi, je vois un top 4 avec le Bayern, Francfort, je les sens très très bien cette saison, Leverkusen, et après Dortmund, j'ai toujours des doutes, mais Dortmund, tu sais, ils finissent toujours par revenir, tu ne sais comment, donc je vais quand même mettre Dortmund, et après, bon, Leipzig, je t'aurais toujours envie de dire, ils n'ont pas de saison de Coupe d'Europe, ça devrait le faire, mais quand tu vois leur premier match contre le Bayern, waouh, ça fait peur, quoi. Les Leverkusen, quand on était en négociation avec eux pour Wirtz, ça parlait de Harvey Elliott pour le remplacer. Ça aurait été très très bien, je pense, mais Elliott a refusé. C'est vrai que Harvey Elliott dans ce Leverkusen-là, en PL, c'est franchement fort. Je les vois en dehors du top 4 sans Ten Hag. Tu sais que je crois que c'est Hughes qui a fait cette prédiction. J'ai vu que lui, il n'était pas hyper optimiste. Et en fait, je peux comprendre parce que tu as une équipe qui change de cycle avec un entraîneur et surtout beaucoup de départs majeurs. Et ça, on sait que c'est toujours un moment bourbier, un peu un moment de flottement. Tu as fait beaucoup d'investissements et aussi tourné vers l'avenir. Tu vois, les Maza, les Tep, tout ça. Bon, Kwanza, c'est quand même un nom qu'on voit depuis pas mal de temps avec Liverpool. Echeverry qui est prêté par City. Mais tu sens que peut-être ce Leverkusen-là, nouvelle génération, sera une équipe qui pourra peut-être aller chercher le Bayern, mais dans 1 an, 2 ans, quoi. Peut-être que là, sur cette saison, le temps que tout se remette en route, ça ne va pas être évident, quoi. Mais à voir. En tout cas, moi, je trouve que l'équipe m'intéresse pas mal. Il y a des joueurs que j'ai envie de voir progresser, comme Ibrahim Maza, qui m'a fait forte impression avec le Hertha Berlin, le jeune Algérien en 2e division allemande. Ensuite, tu as beaucoup de joueurs en fait à intégrer. Il y en a qui découvrent aussi la Bundesliga. Alors même si la Bundesliga, on a l'impression que c'est porte ouverte, c'est le saloon, quoi. T'es John Wayne, tu mets un coup de pied, tu fais une partie de poker, tu dégonnes tout le monde. Non, la Bundesliga, c'est comme un championnat où il faut des fois appréhender un certain contexte, et il y a pas mal de joueurs, tu vois, sud-américains qui débarquent, tu as des joueurs qui vont venir de Ligue 1, tout ça, donc il faut que tout le monde trouve sa place. On aurait aimé voir du suspense pour la Bundes, mais quand tu vois à quel point le Bayern a l'air très fort avec ce 11-là, et qu'il y en a d'autres qui sont en phase de rodage, qui vont devoir intégrer des recrues, tu vois un scénario où le Bayern ne finit pas champion. Moi, le seul scénario, j'ai envie de voir Francfort. S'ils peuvent tenir, s'ils peuvent, tu vois, se rapprocher d'eux. C'est l'équipe que je sens bien pour être dauphin. Leverkusen et Dortmund, je les vois un petit peu derrière, et les Leipzig, je suis assez inquiet. Les signaux envoyés, même certains vont dire c'est qu'un premier match, c'est contre le Bayern, pas de culture de l'instant, mais il y a aussi des attitudes des fois qui te font dire que c'est pas foufou, quoi. Donc ce Leverkusen là m'intrigue.
c'est un projet qui correspond plus à Ten Hag. Il y aura moins de pression qu'à United. Il repart aussi sur un contexte un petit peu comme l'Ajax, où c'est un club qui est habitué à faire venir des talents d'Allemagne ou d'étrangers, à développer, à faire performer. J'ai envie de voir un petit peu dans quel système ce Leverkusen va évoluer. Mais franchement, je trouve qu'il y a tout qui est réuni pour qu'il fasse une saison correcte, qu'il soit capable, tu vois, d'aller chercher un top 3, top 4 et peut-être un 8ème en LDC. Donc ce premier match contre Hoffenheim s'est mal passé, mais je pense que quand tu changes autant de cycles et de joueurs, des fois c'est pas simple de remettre le pied à l'étrier, de se remotiver. Tu vois, il y a des joueurs, les Grimaldo, les Hindrich, les Schick qui sont là depuis un petit moment. Faut aussi, tu vois, que eux ils assument leur statut de cadre et de joueurs importants plus pour emmener tout le monde avec eux, quoi. Donc on va voir, mais ce Leverkusen là m'intrigue et on se donne rendez-vous. De toute façon, on les suivra tout au long de la saison, voir un petit peu comment ce projet évolue. Je voulais qu'on termine, les amis, par parler de Galatasaray. On n'a pas fait beaucoup de focus hors top 4, top 5. Tu le vois où, Xavi Simons, ça annonce Chelsea apparemment. Donc on va suivre ça. Mais il pourrait atterrir au Blues, qui vont peut-être, tu vois, laisser partir Jackson. Il y a aussi Nkunku. Donc peut-être que Xavi Simons et Garnacho pourraient remplacer tout ça. Salut Scipion, salut Hotspur Tottenham. Ça sent le gros panic boy. Gros panic boy, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que Tottenham est une équipe très intéressante sur le papier, qui fait un bon début de saison, et tu as du mal sur le mercato à finaliser des pistes qui pour moi étaient superbes, que ce soit Gibbs White ou Eze. Peut-être Savigno, mais Savigno à 80 millions d'euros, ça me paraît quand même assez cher. Après, on sait qu'il y a aussi besoin de ce fameux 10 pour compenser les blessures de Madison et Kulusevski. C'est pas simple à trouver sur un marché, un 10 fiable pour Tottenham, pour jouer aussi en LDC. Donc à voir, mais je suis sûr qu'ils vont faire un nom, à voir comment ça peut se décanter pour les Spurs, quoi. Du coup, je vous disais, il faut qu'on parle de Galatasaray, parce que sur l'échiquier du football mondial, on a connu des championnats ou des pays, tu vois, qui ont investi massivement. On a la Chine au cœur des années 2010, on a l'Arabie Saoudite un peu plus récemment, et là on a la Turquie sous l'impulsion de Galatasaray qui est en train de faire un mercato quand même, on n'a pas forcément l'habitude. Victor Osimhen, 75 millions d'euros. Tu as aussi Jacobs et Frankowski, des options d'achat qui ont été levées pour 15 millions d'euros. Il faut rajouter le Roi Sané qui arrive libre, donc une très belle prime à la signature et un salaire conséquent. On a également Wilfried Singo qui devrait rejoindre le club turc. Ça en parle. Alors, j'avoue que la perte pour Monaco, je la trouve assez conséquente. Parce que moi, j'aimais beaucoup le joueur. Annonçant en exclusivité par Africa Foot, le transfert de Singo vers Galatasaray prend désormais une tournure décisive. Reste désormais aux deux clubs de finaliser l'opération. Singo s'est déjà entendu avec Galatasaray sur les termes personnels. Les négociations avancent rapidement et un accord autour de 30 millions d'euros s'est en passe d'être conclu entre la direction de la SM et celle de Galatasaray. Il s'est imposé comme un élément très très fiable. Sa valeur marchande est estimée à 25 millions sur Transfermarkt. À ça, tu rajoutes du Yves Bissouma qui devrait également rejoindre le club. Tac. S'il souhaitait initialement rester en PL, le journaliste turc Ali Nassi Kutsuk confirme que le joueur de 28 ans serait finalement prêt à rejoindre le championnat turc du côté Galatasaray. Un obstacle de taille demeure, c'est bien sûr Galatasaray veut faire Bissouma en prêt, Tottenham espère un transfert permanent. Le staff du club sambouillote souhaite recruter un milieu de terrain pour éviter de se retrouver en difficulté plus tard dans la saison. L'option du prêt est privilégiée pour préserver leur budget de transfert qui sera alloué l'an prochain aux défenseurs centraux et aux gardiens de but. L'ancien joueur de Brighton serait prêt à venir en Turquie et Tottenham a laissé partir, mais le désaccord sur la modalité du transfert persiste. Donc on va voir comment ça va se faire. Juste sur Singo, moi j'aimais beaucoup ce joueur. Ça fait 2 ans qu'il est à Monaco, je le trouve impressionnant. J'aime pas trop le message envoyé par rapport à son départ. Mais on va voir si Monaco le remplace ou si ça sert à le réinvestir sur d'autres postes. Mais c'est un départ que je qualifierais de majeur pour la SM. Et oui, Ganlo qui dit il y a Bilal Ranous pour les Spurs. Alors je sais que El Ranous, ça parlait lui aussi à Crystal Palace. À voir, mais c'est un joueur qui va partir vu qu'il est à Leicester et qu'il a une très bonne cote et qui va pas rester en Championship. En tout cas, Singo, c'est un gros départ pour Monaco. Et Galatasaray, c'est vrai que quelqu'un le disait, c'est l'équipe chapeau 4 que t'as pas envie de tomber là-dessus. C'est vrai que tu sens que ça peut être un petit peu relou
d'avoir ce type d'équipe face à toi. On sait qu'il y a aussi Newcastle qui est un petit peu l'équipe qui est pas mal crainte. Là, t'as Bilbao aussi qui est un peu relou. Chapeau 4 pour l'instant, on a Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Bilbao, Newcastle. Et chapeau 3, tu vois, t'as PSV, Ajax, Naples, Sporting, Olympiakos, Slavia Prague, OM. Et après, bon, t'as d'autres équipes à placer, comme Monaco notamment. Mais ce qui est sûr, c'est que Newcastle, Bilbao, Galatasaray, chapeau 4, tu peux très très vite te retrouver avec un calendrier. Enfin, je suis par exemple, je suis Dortmund. Bah voilà, déjà je suis Dortmund. Je me chope Barça, PSG, chapeau 1. Chapeau 2, je prends Arsenal et on va dire l'Atlético. Chapeau 3, attends, là je suis à 2. Non, je suis à 2, c'est bon. Parce que tu peux pas tomber sur plus de 2 clubs anglais. Je me prends chapeau 3, Naples, et soit l'OM, soit le PSV, et je me chope Newcastle, Bilbao, Galatasaray. Bah, attends, franchement, c'est complicado. Hein. Ouais, franchement, c'est vraiment l'équipe que t'as pas envie de tirer. J'aurais aimé être aussi optimiste que toi pour El Ranous, mais quand tu vois le nombre de rumeurs, pour rien, au final, c'est très inquiétant. Je pense que El Ranous, tu sais, c'est comme Sancho. C'est pas tout à fait le même cas, mais c'est un joueur qui... souvent, les dernières semaines de mercato, quand tu vois, tu peux pas forcément avoir satisfaction à 100% sur ton deal, tu fais un petit peu du lest et le joueur, tu le laisses partir, quoi. Donc, on verra, quoi. Il n'y a pas tous les clubs, il n'y a pas Monaco. Non, mais en fait, Monaco, on attend de savoir s'ils seront placés chapeau 3 ou chapeau 4 selon les équipes qui seront qualifiées ce soir et demain, quoi. Parce que si, par exemple, je sais pas, tu as Paphos, Kerat Almaty et peut-être Copenhague, peut-être que Monaco, ils seront chapeau 3 plutôt que chapeau 4. Mais de ce que je sais, Monaco a plus de chances d'être chapeau 4. Donc c'est pour ça que pour l'instant, sur le site de Wikipédia, vous pouvez voir que ce qui est sûr d'être chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. J'espère un petit match de Galatasaray-Napoli juste pour Osimhen. C'est vrai que ça peut être assez... Bah tiens, tant que tu es là, Zetchi, tu as l'air de bien connaître Galatasaray. Alors du coup, j'ai fait mes recherches. Alors, on s'est beaucoup posé la question, comment Galatasaray a récupéré autant d'argent. Alors, ça c'est une info vérifiée. Peut-être que après mes recherches, j'ai préparé cette séquence pendant 10-15 minutes, peut-être que je suis tombé sur une saucisse, mais ça a l'air d'être un média fiable qui relaie ça. Alors, Galatasaray vient de vendre pour 900 millions d'euros leur ancien centre d'entraînement. Ils ont épongé 300 millions d'euros de dettes. Galatasaray a consacré 200 millions d'euros d'investissement pour de l'immobilier et nouvelles infrastructures. 200 millions d'euros destinés aux achats de joueurs. Restera 200 millions d'euros. S'ils n'ont pas la folie des grandeurs, ils pourront voir venir tranquillement. À ça, tu rajoutes les sponsors, le fameux pactole de la LDC. Donc ça peut être assez intéressant financièrement, quoi. Zetchi, est-ce que tu confirmes? Parce que c'est vrai que 900 millions d'euros, un complexe immobilier, société privée, ok. Doublé de Shaqiri à Dortmund, j'ai la vision. C'est sûr qu'il y a des joueurs, t'as pas envie de tomber sur eux. Hein. Shaqiri notamment, ça peut être Brobier, quoi. En tout cas, Galatasaray, on peut voir qu'ils font un bon début de championnat, qu'ils sont premiers, avec 3 victoires en 3 matchs. Le 11, en attendant les arrivées potentielles de Singo Bissouma, c'est Gouvench au cage, une défense avec Salah, Davinson Sanchez, Bardacci, Ismail Jacobs. Au milieu de terrain, c'est Gabriel Sara, le Brésilien, et Lucas Torreira, l'Uruguayen qu'on connaît bien. T'as El Mali, Aikoun, Sané pour servir Osimhen. Et sur le banc, t'as du Icardi, t'as du Zaniolo, t'as du Kanachan, t'as quelques joueurs qu'on connaît bien, quoi. 900 millions d'euros, c'est pas juste le terrain d'entraînement, c'est ça. Bon, je me suis mal exprimé. Ils ont vendu pour 300 millions d'euros la vente directe du terrain, plus 600 millions d'euros sur la plus-value des ventes immobilières. Donc ça fait bien 900 millions d'euros. C'est quand même t'as un club, tu récupères quasiment 1 milliard. C'est pour ça que la Turquie, on se disait, tiens, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je vais juste voir Super League Turque, Transfermarkt, un petit peu les records des précédents transferts. Je pense que ça peut être intéressant de se situer pour voir à quel point peut-être qu'on est sur un marché qui évolue nettement, on est prêt à faire des transferts records, quoi. Alors non, juste nouveaux joueurs uniquement. Bon, j'ai l'impression que Osimhen c'est quand même un cas à part avec ses 75 millions d'euros.
Après, bah, en vrai, moi je me dis, hein, pour l'intérêt du championnat turc et peut-être avoir une équipe turque compétitive en Europe, si t'es prêt à voir un club mettre 75 millions d'euros sur un joueur, bah tant mieux. Moi je vous le dis, il n'y a pas que le top 5 européen, il y a des clubs qui travaillent très bien au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas. Alors travailler très bien, et après, bon, quand t'as des sommes comme ça à investir, évidemment, c'est un autre monde, mais tu peux voir que ouais, ça ne rigole pas. Record de transfert, le top 10 des records de transfert de la Turquie. Victor Osimhen, 75 millions d'euros à Galatasaray. Orkun Koçu, qui vient de rejoindre Beşiktaş, 25 millions d'euros. Youssef En-Nesyri, qui vient de rejoindre, qui a rejoint Fenerbahçe pour un peu moins de 20 millions d'euros. Dorjes Nene, qui arrive à Fenerbahçe pour 18 millions d'euros. Gabriel Sara, on a évoqué à l'instant, qui a rejoint Galatasaray pour 18 millions d'euros. Jardel, bon ça remonte à beaucoup plus loin, année 2000-2001 pour 17 millions d'euros à Gala. Jason Fernandez à Beşiktaş, 16 millions d'euros. Cengiz Under au Fener pour 15 millions d'euros. Zaniolo pour 15 millions d'euros. Et l'immense Dani Guiza au Fenerbahçe pour 14 millions d'euros. Mais on a quand même le sentiment que ça évolue pas mal, quoi. Alors, Zetchi qui nous informe. Le club a également épongé sa dette bancaire. Le complexe d'entraînement est proche du centre-ville. Les clubs turcs possèdent énormément de biens immobiliers en Turquie. Le Galatasaray possède littéralement une île en plein Bosphore pour en tête vendue à plus de 500 millions d'euros. En gros, Galatasaray, s'ils veulent demain vendre leur île et prendre Vinicius, ils peuvent. Alors après, est-ce que Vinicius serait intéressé pour venir en Turquie? Mais ça, c'est quand même un monde qui est fou, quoi. Hop. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a une photo de ce fameux centre d'entraînement qui fait tourner la tête? Hop, Galatasaray. Le futur centre d'entraînement. Non, j'ai l'impression que c'est pas forcément ça. Hop. On va peut-être le chercher en anglais. Hop, Galatasaray. Bon bah écoute, pour l'instant je vois pas. Tu sais, j'aimerais forcément avoir cette fameuse photo aérienne. Là t'as quelque chose. Le Florya Metin Oktay Facilities, c'est le centre d'entraînement du club turc. Il a été ouvert en 1981. Ah ouais, 110 000 mètres carrés. T'as de la place. Et apparemment, c'est ça, tu disais qu'il était bien placé à Istanbul. C'est vrai que c'est juste à côté d'un aéroport. C'est un aéroport, ça, ou quoi? En tout cas, c'est vrai que ça... Tu vois le placement, tu te dis que, ok, tu comprends le prix immobilier. Je suis pas un spécialiste, hein. Pour ceux qui rejoignent le live et qui arrivent en course, ceci n'est pas une partie de GeoGuessr. On étudie juste ce fameux centre d'entraînement de Galatasaray qui permet au club turc de décrocher le jackpot et de faire Osimhen à 75 millions d'euros, Singo à 30-35 et pourquoi pas du Bissouma. Donc voilà. Les clubs turcs sont impossibles à acheter pour des investisseurs. Écrit Galatasaray Adachi. Ok, merci pour le conseil. Je vais voir à quoi ça ressemble. Non, mais en vrai, c'est super intéressant de voir ça. Parce que tu vois, nous, on découvre. Ah, c'est la fameuse île. C'est la fameuse île. Ok. Donc ça, c'est le fameux 500K, quoi. 500 millions. Bah écoute, si ça permet de Galatasaray Iceland... ouais, je vais avoir peut-être le truc en anglais. Désolé, mes connaissances en turc sont limitées. Ah ouais, c'est ça. Est une petite île, Bosphore, qui appartient au club de Galatasaray. Ok. Bon, c'est quand même une vraie spécificité, quoi. La résidence secondaire de Pipion. Ouais, il en faudra encore des subs et des primes et tout ce que vous voulez pour qu'on puisse s'offrir ça. Mais voilà, si un jour je m'offre la fameuse île de Galatasaray, on s'organisera des compétitions de Football Manager et de Club Pro là-dessus, quoi. Et pas mal de piges hors jeu. Et j'en profite pour dire merci aux Turcs pour la gastronomie. C'est vrai que c'est important de dire merci aux Turcs pour leur gastronomie XXL qui régale, ça on est tous d'accord. Donc ouais, merci, en vrai ça me permet d'avoir des informations et t'as encore potentiellement cette vente de cette petite structure qui pourrait te rapporter plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ça prouve à quel point Galatasaray, ils se mettent très très bien. Ils ont eu la vision sur les investissements, le jackpot immobilier, et ils permettent de faire de gros coups.
Donc franchement, chapeau à eux. Mais en vrai, je suis super content parce que ça permet de s'informer sans être, encore une fois, je vous le dis, parce que en cherchant des informations sur ce cas-là, je suis tombé sur plein d'intox, de trucs, c'est de la corruption, c'est n'importe quoi, blablabla, c'est le club du gouvernement. Non, non, c'est juste que bon, il y a quand même une certaine somme qui a pu être débloquée et qui permet d'avoir cette équipe que, ouais, c'est vrai que même si il y a certains joueurs qu'on ne connaît pas forcément, je pense tous, en défense et en profondeur de banc. Voilà, quand tu vois Osimhen, comment il a tourné l'an dernier en Turquie, à Osimhen, il en était à combien? 26 buts, 5 passes D en 30 matchs de Super League. Ouais, c'est quand même costaud. 5 buts en coupe et 6 buts de passes D. Tu vois, il a un ratio, il a quand même quasiment un but par match. Il est impliqué sur plus d'un but par match. C'est quand même sacrément costaud, quoi. Si je puis me permettre, les clubs turcs sont également dans une rivalité toxique, donc si l'un fait quelque chose, l'autre le fera aussi. Ah, j'imagine, t'as pas envie de laisser peut-être la vedette à Galatasaray qui fait de très bons mouvements, et tu te dis que bon, voilà, le Fener possède également beaucoup de biens immobiliers sur Ankara et Istanbul. T'imagines, tu vends des immeubles pour faire des joueurs. C'est vraiment, t'as un mélange de football manager et de City Skyline, quoi. Leur président est l'homme le plus riche de Turquie. Ouais, Fener, c'est vrai que quand tu vois le salaire que tu peux donner à Mourinho, tu vois les mouvements qu'on a pu voir du Dorjes, Néné, tout ça, et puis les salaires que tu as pu donner à Tadic, Dzeko, moi c'est ça où je trouve que c'est un vrai changement, c'est qu'avant, la Turquie pouvait attirer avec de très beaux salaires, sans être l'équivalent bien sûr de l'Arabie Saoudite, mais tu avais des salaires assez confortables pour des joueurs de 28, 29, voire 30 ans, et là désormais tu es capable d'attirer des joueurs qui sont dans leurs meilleures années, avec de beaux salaires, et encore plus avec cette possibilité de payer des indemnités de transfert qui sont confortables. Donc franchement, ça, c'était intéressant de voir ça, quoi. Fenerbahçe, ils ont plus de 4000 médailles, tous sports confondus. Mais tu sais que des fois, t'as des salles à trophées qui sont tellement impressionnantes. C'est vrai que le Fenerbahçe a fait John Duran. John Duran qui était parti là aussi en Arabie Saoudite pour une somme assez colossale. Donc ça prouve que ils ont les moyens de bien faire, quoi. Mais j'étais arrivé dans la salle de trophée de Benfica, tout sport confondu, foot, futsal, hand, hockey sur gazon, tout ça, et t'as une salle à trophée qui donne le tournis, quoi. C'est vrai que certains clubs grecs, turcs, portugais ont ce fameux modèle multisport où tu vois le Fenerbahçe qui est aussi une très belle équipe de basket, Olympiakos, le Partizan Belgrade, pareil au basket. C'est vrai que la culture multisport on l'a pas. Non, t'as le PSG qui a fait un truc avec le hand, t'as le Monaco basket, mais t'as pas forcément de lien très très proche, quoi. Donc c'est vrai que le multisport n'est pas forcément ce qu'on fait le plus. On va terminer comme toujours les amis en allant voir forcément les derniers transferts, voir un petit peu ce qui s'est fait dans les championnats principaux. Bon, on a pas mal de mouvements qu'on a pu voir. On a Daouda Guindo, arrière gauche de 22 ans qui arrive au Stade Brestois. Ok, transfert libre. On a un nouveau joueur au Havre, comme toujours. 0 € indemnité de transfert, il n'y a pas de thune mais c'est logique, avec Damien Pizarro qui arrive au Havre, prêté par l'Udinese, l'attaquant chilien. On a Lucas Vazquez, transfert libre au Bayer Leverkusen. On a Philippe Billing qui quitte Bournemouth, qui était prêté à Naples, champion, qui revient à Midtjylland. Ça, pour le coup, je trouve que c'est un beau transfert pour le championnat danois. Ça leur permettra d'avoir un joueur assez intéressant. Ah, Yukinari Sugarawa. Ça, c'était un joueur que j'avais espéré dans pas mal de mercato idéal pour la Ligue 1, que ce soit Rennes, que ce soit Nice ou LOSC, le latéral droit japonais, qui a un salaire important à 100 000 €, mais qui est prêté au Werder Bremen. Donc tu vois, lui par exemple en pré au LOSC, je pense que je l'aurais pris tous les jours. Tyler Dibling, vous connaissez ma prédiction sur Everton. Vous connaissez ma prédiction sur Everton, les gars. Tyler Dibling qui rejoint les Toffees. J'ai mis Everton qui va retrouver l'Europe avec David Moyes. Je trouvais que l'équipe en place était intéressante. Et là, le mercato de cet été, quand tu fais 12 Hall, Tierno Barry, Jack Grealish, que tu as Adam Aznou, que tu as des joueurs comme Iliman Ndiaye qui vont monter en puissance, ça va. Je sens très très bien cette équipe d'Everton cette saison. Et tu sais que Wild, tu dis 40 patates, c'est n'importe quoi. Tu sais que Everton, de base, pour Tyler Dibling, il demandait 100 millions d'euros. Bon, tu as quand même revu tes positions, c'est logique, mais un jeune anglais qui pète bien, je dis pas que je suis étonné ou quoi, mais en vrai,
je trouve ça bien de la part d'Everton d'être aussi ambitieux offensif sur ce mercato, avec en plus toute la hype du nouveau stade. Ensuite, on a James Justin qui quitte Leicester pour rejoindre Leeds en PL, 9 millions d'euros. Roberto Piccoli qui passe de Cagliari pour la Fiorentina, 25 millions d'euros. C'est quand même conséquent comme mouvement. Ensuite, on a Christian Aslani qui quitte l'Inter, qui est prêté au Torino. On a Rémi Labolascari, ça c'est très très bien. Le pauvre qui s'était fait les croisés. J'aimais beaucoup ce joueur à Lens sur ses apparitions, qui va aller à Angers. Angers qui pourrait perdre le pôle. Ils ont besoin de renforts offensifs supplémentaires. Donc je trouve que c'est une très très belle chose. Et puis on a Jonathan Rowe, Bologne, 17 millions d'euros. Avec les bonus, ça pourrait atteindre 20. Renato Sanchez qui passe du PSG au Panathinaikos, 28 ans. On a 2 anciens Golden Boy, Anthony Martial et Renato Sanchez, qui se retrouvent en Grèce. C'est quand même de sacrées trajectoires. Bon, Renato Sanchez, 28 ans, écoute, à voir, hein, mais de toute façon, physiquement, j'ai l'impression que c'est fini, quoi. Il y a eu une petite résurgence, c'était au LOSC, mais sinon, c'est très compliqué, quoi. Martial performe en Grèce. Ouais, il a marqué quelques buts, c'est vrai. Il a marqué quelques buts. Bayo à Gaziantep, vu qu'on parle de la Turquie apparemment. Ok, très très belle nouvelle. On a Giovanni Reina qui passe de Dortmund à Gladbach. Lui, pour le coup aussi, c'est un joueur qui doit se relancer. Et puis on avait vu Joris Chotard, Edson Alvarez, on parlait du mercato turc, qui quitte West Ham, qui est prêté prépayant à Fenerbahçe 2 millions d'euros. On a Alex Moreno qui passe d'Aston Villa à Gérone. Et Gérone, vu leur début de saison, ils en ont bien besoin. Transfert libre. Et puis après, Andy Diouf. Ça, on avait commencé à voir. Joris Chotard à Brest pour 2,4 millions d'euros. Eberici Eze pour quasiment 70 à Arsenal. Donc non, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Bon les amis, je vais vous laisser sur ce. On va s'arrêter là pour ce stream mercato, ce récap. Comme toujours, pour ceux qui sont arrivés en cours, je vais mettre le replay assez vite dans la soirée sur YouTube. Également en podcast sur le COP de Scipion. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en disant où est-ce que je peux retrouver les débriefs. Tout le monde n'a pas eu l'information, mais tous les débriefs sont disponibles sur une seule plateforme de podcast qui s'appelle le COP de Scipion. J'ai tout regroupé pour cette nouvelle saison. C'est sur Deezer, c'est sur Spotify, c'est sur Apple Podcast. L'adresse, elle est là. Donc n'hésitez pas à les rejoindre, à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires en podcast. C'est super important. Je sais qu'on est plutôt bien placé, mais n'hésitez pas, hein, pareil pour YouTube. C'est un petit effort que je vous demande, mais si jamais vous pouvez faire un message, même juste mettre des pouces ou je ne sais quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à soutenir. Ça fera toujours plaisir. On se retrouve, nous, jeudi 18h avec la team hors-jeu pour le débrief. Le débrief, non, mais le tirage au sort LDC. Et demain, sur cette chaîne, avec le tirage au sort Europa League, conférence. On fera le petit débrief du tirage au sort tranquillement entre nous. Et puis, on vivra, encore une fois, de belles émotions avec ces tirages au sort. Je vous souhaite une excellente soirée, profitez bien, il y a la Ligue des Champions, il y a de beaux matchs, j'ai vu qu'il y avait aussi du Maroc-Sénégal à la Tchad, donc ça c'est de très très bonnes nouvelles. Et puis bonne fin de mercato à tous, je vous dis à très vite, salut les amis.